Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de recevoir un invité exceptionnel et qui est également un ami de longue date. Il est leader charismatique, c'est un visionnaire, c'est un serial entrepreneur. Il a non seulement fondé une vingtaine de startups à travers le monde, mais aussi dirigé des sociétés internationales avec un succès impressionnant. Avec son carnet d'adresses digne des plus grands films hollywoodiens, c'est l'ami des stars, c'est l'ami des rappeurs, des acteurs, des actrices, des ministres, des princes. Voilà, on verra un petit peu tout ça par la suite. Et tout ce qui touche se transforme en or. Il a également été président-directeur général France de la société Lyca Mobile, dans laquelle il a dirigé plus de 1200 personnes avec un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros. Sa dernière prouesse, son dernier exploit, si je peux dire ça comme ça, sa dernière prouesse, eh bien, c'est de s'associer avec le sportif, l'homme préféré des Français, Teddy Riner. À travers sa marque Magic Elec, qui est une entreprise innovante, mais nous en parlerons par la suite. Donc, derrière ce parcours incroyable, il y a un homme, derrière ce résultat, il y a un homme que j'aimerais vraiment vous présenter et que nous allons accueillir ici. Donc, sans plus attendre, je souhaite la bienvenue à Soutan Rishi. Bienvenue, Soutan. Merci à toi. Et c'est un plaisir d'être aujourd'hui avec toi et pouvoir discuter ensemble de tout cela. Donc, encore merci de m'accueillir et espérons que nos discussions vont inspirer pas mal de personnes. Alors moi, je vais te parler, comme tu le sais, toujours avec le cœur. Ça fait très longtemps qu'on se connaît et tu as toujours été une personne qui m'inspire et on va voir pourquoi aussi à travers ta détermination dans le business, dans la réussite, à travers le fait que tu souhaites partager des choses avec une communauté, avec le monde aussi d'une certaine manière. Et aussi, quelque chose qui m'impressionne depuis toujours, c'est ta capacité à créer des relations. Parce que tu es quand même une personne qui aujourd'hui est l'ami comme je le disais tout à l'heure, de toutes les stars. Tu as réussi à créer des relations et j'aimerais qu'on en parle aussi. Donc voilà, tu as déjà été et tu es mon inspiration aujourd'hui. Et je pense que tu as inspiré beaucoup, beaucoup de monde. Pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, on va parler, il y a différentes thématiques que j'aimerais aborder avec toi. Donc on va parler de leadership, on va parler de charisme, on va parler de carnet d'adresses. On va parler également de la manière dont tu as réussi à avoir comme associé un homme comme Teddy Riner, qui est extrêmement sollicité. Donc, on va prendre un petit peu tous ces éléments-là. Mais moi, ce que j'aime, c'est comprendre les personnes que j'ai en face de moi. Et pour comprendre une personne, je pense qu'il faut descendre un petit peu à la racine et connaître un petit peu leur enfance. Dans quel environnement social, familial ils ont grandi. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as cette détermination, cette envie d'aller réussir et d'aller toujours plus loin. En tout cas, merci. Et déjà, pour la petite parenthèse, quand j'étais plus jeune et que tu étais mon prof de Kung Fu, déjà, tu étais mon inspiration pour moi au départ, parce que tu étais un grand sportif et derrière, tu avais des activités dans la tech et que c'est rare d'avoir des personnes qui arrivent à concilier les deux. Donc, et tu as sorti aussi un livre que j'ai lu. Donc, pour moi, tu étais aussi un de mes mentors, donc un exemple aussi à suivre, de capacité à se maîtriser et faire de belles choses. Donc, c'est toujours plaisant de savoir qu'avec le temps, on puisse inverser parfois les choses et que d'être inspiré, devenir inspirant, c'est toujours flatteur et c'est toujours, pour moi, la meilleure des réussites. C'est-à-dire, avant l'argent, avant tout le reste, c'est pouvoir inspirer les autres, en tout cas, donner envie aux autres de nous ressembler. Je pense que c'est la plus belle chose à faire, c'est là qu'on commence à exister et non juste à survivre de manière égoïste, quoi, en fait. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, donc sur mon enfance, bon, moi j'ai une enfance, on va dire, un peu plus complexe, parce que je suis né au Sri Lanka. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. Et je suis né au Sri Lanka et je suis arrivé à 4 ans en France. Donc, quand j'étais petit, le Sri Lanka était en guerre. Donc, j'ai vécu un peu la guerre. Donc, j'ai des souvenirs de cette guerre dans mon enfance. Et j'ai vécu pas mal de choses pas simples pour un enfant. Donc, j'ai eu des blackouts dans ma jeunesse parce que j'ai vu des terroristes tirer, des militaires tirer. On m'a même remis des armes dans mes mains quand j'étais petit. Donc, j'ai eu un petit parcours, on va dire, difficile au départ. Sachant que mon père était un homme d'affaires assez connu au Sri Lanka et surtout dans des métiers comme le thé. Il était distributeur de thé pour Lipton, qui est une marque connue aujourd'hui, qui est très, en tout cas, cultivée au Sri Lanka. Et il avait d'autres activités. Il avait de la distribution de marques comme Bata et autres. Et donc, c'est un homme d'affaires très réussi. Financièrement aussi, très réussi. Et ma mère était prof de maths.
C'est juste que la guerre a fait que mon père a été assassiné. Donc, j'ai pas eu la chance de le connaître vraiment. Je l'ai vu quand j'étais enfant, quand j'avais 1 an. Mais j'ai plus de souvenirs. J'ai zéro souvenir de lui, en tout cas, dans ma mémoire, de l'avoir vu. Donc, j'ai pas eu l'occasion de le connaître. Et moi, je crois un petit peu à la transmission, en fait, de l'ADN et à la mémoire cellulaire. Donc, où je pars du principe que même si j'ai pas connu mon père, j'ai un peu fait ce qu'il a fait et je me suis inspiré de lui sans le voir, sans le connaître, de ce que ma mère m'a pu m'expliquer et d'essayer de faire un peu mieux que lui, en fait. Et je pense qu'il y a une transmission qui se fait naturellement. C'est pour ça que parfois on voit des grands sportifs et les enfants aussi sont aussi des grands sportifs. Souvent, il y a des héritages intellectuels ou de talents qui se font, même sans connaître forcément les parents ou d'avoir vécu avec eux. Et donc, mon père était déjà pour moi une inspiration, malgré que je ne l'ai pas connu. Donc, malheureusement, il a été assassiné pendant la guerre parce que il avait aussi des implications politiques. Il était un peu comme un agent secret là-bas. Donc, il avait aussi, il était très pris dans cette guerre. Et donc, malheureusement, ça lui a coûté la vie. Donc, ma mère a dû quitter le Sri Lanka pour venir vivre en France parce que sa sœur était déjà là. Donc, elle a dû quitter le pays. Donc, on était des réfugiés politiques. Donc, on n'avait pas le choix que de partir pour préserver ma vie parce que dans ces pays-là, quand vous êtes la cible d'actions de mise à mort, hein, comme pour mon père, il y a 40 personnes qui sont venues le chercher pour l'exécuter. Donc, derrière, ils peuvent aussi éliminer les enfants pour éviter des représailles, etc. Donc, on a dû changer d'identité, on a dû quitter le pays. Donc, on est arrivé en France, dans un pays où ma mère ne parlait pas la langue. Donc, ma mère, qui habitait dans une belle maison avec chauffeur, avec plein de personnes pour lui faire à manger, ben, elle est arrivée en France. Elle a dû tout recommencer à zéro. Donc, elle n'avait plus tous ces conforts-là où elle était habituée. Donc, elle a dû, à son tour, elle, être femme de ménage et faire des choses qu'elle n'avait jamais faites par le passé parce qu'elle ne parlait pas la langue française. Et quand elle a voulu être professeure de maths en France, ben, on lui a dit que les diplômes du Sri Lanka n'étaient pas adaptés forcément à la France. Donc, beaucoup de choses ont fait qu'elle ne s'est pas laissée faire. Donc, elle s'est très vite adaptée. Donc, elle est très vite devenue active dans le pays, donc assez rapidement. Et donc, donc, elle a démarré à faire des petits boulots, donc type femme de ménage, couturière, etc. Et cumuler plusieurs travails pour très vite elle-même créer son entreprise, alors qu'elle ne parlait pas très bien le français. Donc, mon inspiration déjà démarre de là, qui est ma mère, qui s'est toujours battue, qui a su acheter une maison sans faire de crédit et très rapidement en travaillant dur, alors que je voyais d'autres parents, des couples qui n'arrivaient pas à acheter des maisons, qui sont nés en France, avoir fait des études en France. Elle vient d'un pays et qu'elle ne connaît même pas la langue. Et elle a réussi à faire des choses que d'autres couples n'y arrivaient pas, alors que ma mère était une femme seule avec moi. Donc, c'était déjà une première inspiration pour moi parce que j'avais cette image d'une combattante. Les problèmes, ça fait partie de la vie. Les contraintes, ça fait partie de la vie. Les barrières, ça fait partie de la vie. Il faut les accepter et contourner ou passer au-dessus de ces obstacles. Donc, pour moi, c'est ma première inspiration. Donc, voilà comment j'ai pu démarrer. Donc, en arrivant en France, j'ai grandi dans un quartier assez populaire qui est le 18e, donc, qui s'appelle la Goutte d'Or, pour certains qui connaissent. Et donc, c'est la Goutte d'Or, c'est, on va dire, le quartier le plus difficile de Paris. Donc, ça s'est amélioré depuis. Hein. Moi, je vous parle de ça il y a peut-être 25 ans, ou 30 ans même. Donc, quand j'avais 7-8 ans, j'étais dans ce quartier. J'ai grandi, j'étais là jusqu'à mes 15-16 ans. Et donc, j'ai fait tout mon parcours scolaire en étant jeune dans cette zone. Donc, l'école primaire, le collège. Et après le lycée, je suis allé plus loin. Au niveau de ta scolarité, comment ça s'est passé pour toi? Parce que tu étais dans un quartier effectivement qui était assez mélangé, hein, si je peux appeler ça comme ça. 18e, un quartier difficile aussi. Comment a été ton enseignement? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as réussi à t'imposer d'une certaine manière aussi? Quelles étaient tes relations avec les différentes personnes de ta classe, de ton école? Ma jeunesse, je pense que ça a été un impact très important pour ma vie d'aujourd'hui. Parce que, comme tu le disais à l'instant, j'étais dans un quartier populaire où l'école, c'était la ZEP, zone d'éducation prioritaire. La rue m'a beaucoup appris. La rue m'a beaucoup appris dans la vie aujourd'hui au quotidien. Comment se battre pour être respecté, comment se faire aimer par les autres. Parce qu'on était dans un quartier populaire, mais je parle de ça il y a 30 ans. Ce quartier-là, c'était le quartier le plus difficile de Paris. Connu pour la drogue, connu pour beaucoup de choses. Et malheureusement, donc, j'ai grandi dans cet univers où j'avais des copains
qui n'étaient pas forcément sur la bonne voie. Donc, comment ne pas se laisser influencer? Donc, l'éducation de ma mère était très importante parce que justement, j'avais peur de ma mère qui était à la fois mon père et ma mère à la fois, qui était tellement stricte avec moi que je voulais pas prendre le mauvais virage. Je voulais pas faire certaines choses parce que je voulais pas la décevoir et j'avais un peu peur d'elle. Et elle a eu raison d'avoir donné cette éducation très stricte, parce qu'aujourd'hui, on parle d'éducation positive, il ne faut pas engueuler les enfants, etc. Mais dans mon quartier, si ma mère, elle avait été très tolérante, peut-être que je n'aurais pas été là aujourd'hui en face de toi sur ce podcast. Et c'est intéressant parce que la rue nous apprend très jeune et très vite à être respecté et à ne pas se laisser faire, à s'imposer, à se battre en fait pour sortir de là. Donc c'est un beau parcours là-dessus parce que quand tu es dans la ZEP, c'est pas l'école qui t'aide à réussir. C'est vrai que ce parcours scolaire est intéressant parce que dans mon enfance, le racisme entre les étrangers, c'est aussi important que le racisme blanc-noir. On ne le dit pas beaucoup, mais quand on vient d'un quartier populaire, on subit aussi le racisme parce que les Asiatiques ne s'entendent pas forcément avec une autre culture, etc. Les choses aujourd'hui se sont améliorées, mais à l'époque, il y avait beaucoup de raquettes, il y avait beaucoup de vols, il y avait beaucoup de choses. Des plus forts vers les plus faibles. Donc, il y avait cette forme de discrimination aussi qui existait là. Donc, moi qui viens d'une famille complètement différente, avec d'autres valeurs et d'autres éducations, où chez nous, on ne se bagarre pas, on se tient bien, on avait des principes que ma mère m'a éduqués. Quand je sortais de chez moi, j'étais quelqu'un d'autre. Je devais devenir celui qui sait se battre, celui qui sait se le faire respecter. Donc, très jeune, j'ai appris à me battre parce que être premier de la classe dans la ZEP, c'est très mal vu. Quand tu es dernier de la classe, tu es respecté parce que tu es le caïd. Mais quand tu es le premier de la classe, tu es plus la victime qui doit donner tes devoirs à tout le monde, qui doit faire beaucoup de choses. Donc, moi, j'avais cette faculté d'être premier de la classe et en même temps, je ne me laissais pas faire. Donc, j'ai appris à me... Voilà. Je ne voulais pas être un caïd, mais en tout cas, je voulais pas me laisser faire. Donc, j'ai très vite appris à me battre et à me défendre pour m'imposer. Comme dans la jungle, en fait, j'ai très vite compris que si tu n'es pas le lion, tu seras le mouton. Et le mouton finira par être mangé, en fait. Et donc, ça m'a beaucoup servi par la suite parce que c'est cette même mindset, mentalité que j'ai amené dans mes affaires et dans mes activités, à pas me laisser faire et à pas me laisser écraser, être résilient, être persévérant, être un vrai soldat qui va jusqu'au bout de ses combats parce que il y a pas de cadeau. Et la seule chose sur qui on peut compter, c'est soi-même. Et c'est pas avec la peur qu'on avance, c'est avec le courage. Forcément, dans la vie, on se mange des coups, comme à l'école, mais c'est pas les coups qui nous empêchent d'avancer. Ça nous rend plus forts. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup, c'est si on te lance des cailloux, faisons un château avec. Et c'est pas parce qu'on n'a pas eu les bonnes cartes au départ qu'on peut pas gagner au poker. Donc tout est une question de savoir jouer. Et moi, la vie a fait que j'avais eu des bonnes cartes au départ, mais après les parcours ont fait que j'ai dû partir à zéro. Mais c'est pas grave. Et rien ne nous empêche de recommencer même 100 fois, même aujourd'hui. S'il faut recommencer, c'est pas un problème. Et du moment qu'on a le mindset et cette volonté, rien ne nous empêche. Et ce parcours dans mon enfance m'a beaucoup aidé à justement atteindre mes objectifs par la suite parce que quand on a vu le pire, il y a que le meilleur suit derrière, quoi, en fait. Et ça, je crois que c'est une phrase qui est importante aussi. Il y a un pouvoir de résilience qui est extrêmement important, qui est extrêmement fort, qui vient de ta maman, je pense. Avec tout ce que vous avez vécu, c'est un peu normal aussi. Et puis, le fait qu'elle s'est mise dans l'action, qu'elle ait voulu construire, reconstruire certaines choses, te donner une bonne éducation et surtout partager des valeurs. Et je pense que c'est ce que j'entends en tous les cas. C'est des valeurs qui sont présentes. C'est une discipline de vie aussi pour pouvoir affronter le meilleur à chaque fois. Et c'est une vraie force, je reviens là-dessus, mais une vraie force de résilience que tu utilises sûrement dans ton quotidien aujourd'hui dans les affaires. Il y a une question que j'aimerais te poser parce qu'on parlait de cette notion effectivement d'être un peu à l'extérieur de l'école. Est-ce que ça a développé une certaine confiance en soi chez toi qui aujourd'hui est vraiment utile lorsque tu vas taper à la porte de telle entreprise ou de tel acteur ou de tel... Voilà, peu importe, mais est-ce que ça a développé une confiance en toi? Est-ce que ça a également permis peut-être, puisqu'on va parler un peu de charisme, de travailler, et je te poserai des questions là-dessus, mais de travailler sur cette notion de charisme et de confiance? Oui, ça m'a beaucoup aidé parce que tout simplement, moi de base, je suis d'une famille, d'une culture très sage, on va dire, et très discrète. Donc, ce qui fait que de base, j'étais quelqu'un, dans mon enfance en tout cas, j'étais quelqu'un de très introverti, très timide, très réservé, très follower et pas leader. C'était pas du tout dans notre culture et dans notre mentalité. J'étais quelqu'un de très effacé et discret et je me suis rendu compte très vite que par rapport à mon environnement où j'ai grandi, de cette manière-là, je vais être très vite mangé par les autres et être une victime. Donc, j'ai pas eu la chance d'avoir des mentors où à l'époque Instagram n'existait pas, il n'y avait pas tous ces vidéos YouTube pour avoir des inspirations. Donc, je me suis
inspiré des leaders qu'il y avait dans la classe et dans l'école. Il y avait toujours le beau gosse, entre guillemets, et les leaders qui, tout le monde le suivait. Et moi, j'étais derrière un jour, derrière un copain qui, malheureusement, n'est plus là. Il a perdu sa vie dans ses mauvais business. Et je me disais, tiens, pourquoi tout le monde le suit tout le temps? Parce qu'il s'entretient, et il est beau, il est physiquement sportif, etc. Et il a du charisme, il sait parler avec tout le monde. Et moi, j'étais très discret, donc ce qui faisait que tout le monde voulait être son copain et pas forcément le mien. Et ça m'a tout de suite fait tilt. Et très jeune, je me suis remis en question. Je suis allé à l'opposé de moi-même, où je suis allé, j'ai commencé à parler avec tout le monde, je commençais à casser mes peurs et mes freins pour devenir une autre personne, en fait, et travailler beaucoup sur moi. Moi qui, à l'époque, quand j'étais en cours et qu'il fallait poser une question à la prof, je pouvais reposer la question 10 fois dans ma tête parce que j'avais peur de mal la poser, j'avais peur de m'humilier en posant la question. J'avais même posé une question à la maîtresse en disant « je ne comprends pas », j'avais peur de ça. Donc parfois, j'attendais tellement longtemps qu'on passait à autre chose et je ne pouvais même pas poser la question parce que j'avais peur d'interrompre la prof, parce que tout le monde m'écoute et je n'étais pas à l'aise. Et aujourd'hui, je suis à l'opposé où je fais des séminaires devant beaucoup de personnes, où je me mets en lumière sans peur, en fait. Donc, je suis allé vraiment à l'encontre de tout ça parce que j'ai compris que si je ne changeais pas ma façon d'être, mon mindset, ma manière de faire et de ne pas capitaliser sur moi, j'allais peut-être jamais sortir de ce quartier, en fait. Et oui, ça m'a énormément aidé d'avoir vécu dans cet environnement. M'a permis vraiment de travailler sur moi et de développer des skills, des capacités qui m'ont permis aujourd'hui d'en arriver à là. Parce que je pense que si mon père était toujours vivant et que j'avais peut-être grandi dans un autre quartier, c'est pas forcément sûr que je sois là aujourd'hui. Peut-être que j'aurais été aidé par lui. Peut-être que j'aurais fait de grandes choses avec lui, mais j'aurais pas été aussi autonome ou vécu autant de choses parce que j'aurais eu trop de facilité et c'est même pas sûr que j'aurais profité de ces facilités-là. J'aurais peut-être juste été un fils à papa sans ambition. Et je pense que la vie m'a donné ces cartes-là. Je n'ai pas choisi, mais je la remercie parce que ça m'a permis d'en arriver là. Parce que soit il y a ceux qui se laissent abattre, et il y a ceux qui prennent les difficultés comme essence pour se battre. Pour se battre et pour grandir. aller plus loin. Parce que parfois, une fois qu'on a accepté les difficultés, c'est aussi une énergie, en fait, une force qui nous donne envie de se surpasser. Ce que tu veux dire, en fait, c'est qu'on a la capacité, peu importe la personnalité que nous ayons au départ, d'avoir des cartes et de modifier ces cartes à travers du challenge, en fait, qu'on se pose à soi-même pour pouvoir changer. C'est-à-dire que cette personne que tu as vue dans ton école, qui était un peu, entre guillemets, le leader, t'as peut-être, à un moment donné un déclic en te disant, mais de quelle manière lui a réussi à faire ça? Comment moi je peux le faire? Donc pour toutes les personnes, et j'en vois, il y en a beaucoup, qui ont des soucis de confiance en soi, des personnes en fait qui cherchent qui se disent être introvertis et donc ne pas aller vers l'autre, je pense que c'est important de se dire qu'on a cette capacité en travaillant, c'est comme le sport, et tu le sais très bien, tu es un grand sportif toi aussi, que la répétition, il n'y a que ça de vrai. C'est répéter les choses, se mettre dans des circonstances parfois qui sont difficiles, donc agrandir sa zone de confort ou parfois même sortir de sa zone de confort pour aller chercher à chaque fois un nouveau soi, puisque c'est du développement personnel en réalité. Et parfois on fait face, on a du succès, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Je pense que tu as eu également des moments où ça ne marchait pas et on en parlera aussi. J'aimerais avant tout, alors on a parlé de cette partie-là et c'est important, je pense, encore une fois, de savoir quelle est ta base pour que notre audience te comprenne beaucoup mieux, pour arriver progressivement vers ce que tu as réussi à mettre en place, ce qui te permet aujourd'hui d'être excellent dans ce que tu fais. Il y a une phrase en fait qui m'a marqué chez toi, qui dit « Si on parle avec charisme et confiance en soi, on peut convaincre n'importe qui et les meilleurs vont t'aider par amitié ». Est-ce que tu peux développer un petit peu cette phrase? Tout à fait. Le fait d'être... moi, si j'ose aujourd'hui parler de mon parcours de jeunesse, et je ne le cache pas, même si c'est un peu mon intimité, j'aime bien en parler parce que ça permet aux jeunes ou à certaines personnes qui viennent de contextes compliqués, parce que beaucoup pensent que ceux qui réussissent, c'est parce qu'ils ont toutes les cartes en main et qu'ils ont toutes les portes déjà ouvertes. Non, c'est pas vrai. J'ai beaucoup d'exemples d'amis qui sont partis de très loin, qui ont été des inspirations pour moi et qui sont toujours des inspirations pour moi. À partir du moment où on n'est pas handicapé, qu'on n'a pas de problème de santé, c'est notre premier capital, c'est nous-mêmes, hein, c'est notre physique.
À partir du moment où on a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raison de ne pas réussir, si on a envie de réussir, bien sûr, parce que tout le monde n'a pas les mêmes ambitions. Pour ça, quand moi, je fais des séminaires, la première question que je pose, c'est quel est votre bonheur? Déjà, il faut identifier notre bonheur avant de savoir quel parcours on va mettre en place, quel chemin on va mettre en place pour atteindre ces objectifs. Donc, moi, j'ai compris que j'avais des ambitions très importantes. Et dans mes ambitions très importantes, parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes ambitions et chacun a sa façon d'être, tout le monde n'a pas besoin de réussir dans tel domaine ou tel domaine pour être heureux. Moi, j'avais identifié mes besoins et dans mes besoins, j'ai très vite compris que voilà, j'ai pas fait HEC, j'ai pas les moyens de faire ces grandes écoles. Donc, j'ai très vite compris que quand on n'a rien dans la poche et on n'a pas un réseau puissant, dans le quartier d'où on vient, on connaît que pas forcément les bonnes personnes. Donc, si je voulais atteindre mes objectifs, il fallait que je développe des skills en moi qui vont me permettre d'aller dans un autre environnement. Donc, et cet environnement où des personnes qui ont réussi, des leaders, ça peut être dans la politique, dans le cinéma, dans le business, tous ces gens-là qui pourraient en fait me tendre la main, bah, ils ne vont pas venir me chercher dans mon quartier. Donc, j'ai très vite compris qu'il faut que je me déplace, que je vais provoquer des opportunités et que je vais dans les endroits où ces personnes-là sont là. Et pour les atteindre, forcément, il fallait que je travaille sur moi, sur ma manière de m'habiller, sur ma manière de parler, sur ma manière de me présenter, sur la manière de m'exprimer. Et pour ça, j'ai regardé pas mal de films, j'ai regardé pas mal des vidéos d'acteurs, etc., pour essayer de voir comment il faut s'exprimer, comment il faut être charismatique, parce que malheureusement, je n'avais pas un environnement pour m'inspirer. Parce que les copains autour de moi, ce n'étaient pas forcément les personnes qui savaient s'habiller pour être dans le bon contexte. Et je n'avais pas de guide là-dessus, donc je me suis auto-formé avec les moyens du bord. Et je me suis entraîné à parler avec des gens. Donc, je parlais même avec des filles dans ma classe alors que j'étais très timide. Et je m'entraînais, même si je me mangeais beaucoup de râteaux. Mais c'est pas grave. C'était comme ça que, en fait, j'acceptais l'échec dès le départ en me disant que j'y vais, mais je sais que j'aurai des échecs. Mais c'est pas grave. Le principe, c'est de se manger, d'avoir des échecs. Et comme ça, quand ça marche, tant mieux. Mais au moins, on part pas avec une trop positif et que derrière une déception. Donc, je m'entraînais en fait dès le départ à me dire c'est un entraînement, c'est pas grave, vas-y, ose. Même si on se moque de toi, c'est pas grave, c'est le principe, c'est le jeu. Donc, tu as eu l'approche de l'échec, en fait, qui est vraiment très ouverte. Voilà, c'est ça. Mais c'est très important parce que beaucoup n'osent pas parce qu'ils ont peur d'échouer ou de ne pas réussir. Mais si on accepte l'échec en disant que ça fait partie du process, on a moins peur de l'échec parce qu'on s'est dit, voilà, ça n'a pas marché, mais c'était normal. Ça ne devait pas marcher. Parce que pour que ça marche plus tard, il fallait que là, il y avait un échec. Donc, c'est comme ça que je me suis dépassé et j'ai appris avec toutes mes lacunes, à les compenser et à essayer de devenir une autre personne parce que je devais sortir de mon quartier et d'aller dans les beaux endroits pour rencontrer les meilleures personnes. Donc j'ai travaillé mon gestuel, j'ai fait beaucoup de sport très rapidement. Donc, j'ai compris aussi que l'apparence a joué énormément. Malheureusement, même si on est dans un monde où on parle d'égalité, de beaucoup de choses, de discrimination positive et autres, la réalité, elle n'est pas là. Il y a ce qu'on dit dans les réseaux, il y a ce qu'on dit dans les écoles, mais en réalité, on nous juge dès le départ. On nous juge sur notre physique, sur notre façon de s'habiller, sur notre position sociale, sur notre école, sur nos diplômes. On nous juge sur tellement de choses que une personne, avant même de parler, elle a déjà une idée de ce qu'on est. Donc, même sur les détails de comment on fait la cravate, sur la montre qu'on peut porter. Beaucoup de détails jouent. Quand on commence à monter dans les sphères, une personne vous regarde tout de suite et vous catalogue il est potentiel ou il n'est pas potentiel. Est-ce que c'est un vrai, c'est un opportuniste? Donc, il fallait que je travaille à fond toute cette partie-là. Donc, j'ai très vite démarré à aller dans les beaux quartiers de Paris, fréquenter les beaux restaurants, les boîtes de nuit qui m'ont servi de tremplin parce que quand j'étais jeune, ma mère elle m'engueulait en me disant mais tu sors beaucoup, ça sert à quoi? Tu bois même pas d'alcool. Quel est l'intérêt d'aller dans les boîtes de nuit? Donc elle n'arrivait pas à comprendre. Moi je lui disais moi je vais dans ces endroits-là parce qu'un Bill Gates je le rencontrais pas chez Carrefour Market en fait. Il faut aller là où il est. Mais dans ces bureaux, j'y arriverai jamais parce que la secrétaire va me bloquer et il y aura tous ces gardes du corps et toute une équipe à passer. Alors que quand je suis dans leur contexte, on va dire, personnel, dans un beau restaurant ou dans des galas ou dans des contextes de fête, je peux les approcher facilement parce que le fait d'être dedans, la personne se considère à son niveau. Donc, le plus dur, c'est de rentrer dans ces endroits-là. Et donc, pour rentrer dans ce endroit-là, il fallait travailler sur son image, sur sa façon de s'habiller, investir dans des beaux vêtements, même si on n'avait pas beaucoup d'argent, mais s'habiller bien, c'est important. C'était pas pour le côté superficiel, mais on dit que
Souvent, l'habit fait pas le moine. Moi, je dis toujours que, en tout cas, l'habit permet au moine de rentrer au temple. Donc, Exactement. c'est très important. Et c'est aujourd'hui, je devais m'adapter à ça. Et j'ai réussi à m'adapter à ça. Et j'ai eu la chance que souvent, les videurs des boîtes de nuit, c'est souvent des jeunes de quartier qui ont grandi dans des quartiers Donc, tu peux difficiles laisser et rentrer voilà, plus facilement. qui sont souvent dans les salles de sport que je fréquentais, etc. Donc parfois, j'allais fréquenter des salles de sport où beaucoup de vigiles s'entraînaient. Et je me suis sympathisé avec tous ces vigiles et ces physios de Paris qui me laissaient rentrer dans les meilleurs clubs sans que je dépense de l'argent. Donc j'avais la chance, je fais partie de ces rares personnes qui rentraient quand je voyais des stars faisant faire la queue ou des riches faire la queue. Moi, je rentrais sans faire la queue parce que je me suis fait ami de ces gens-là. Mais une fois dedans, je me comportais d'une manière où j'ai compris qu'il fallait se mettre en lumière, il fallait pas être discret à l'inverse de ce que ma culture m'a éduqué, à être discret, simple, ne pas se mettre en valeur, à l'inverse de ce que même l'éducation nationale, même de ce que nos valeurs nous apprennent à être très simple et humble. J'ai Rester dans compris ton coin et Pardon. rester dans son coin et C'est ne ça. pas faire beaucoup de. Parce que c'est très vite, ça peut être très vite mal interprété, hein, de mépris ou d'arrogance, de superficiel, etc. On peut très vite être très mal jugé aussi. J'ai dit, c'est pas grave. J'ai rien, j'ai pas de réseau, j'ai pas fait HEC, j'ai pas fait, je joue pas au golf. Donc, j'ai pas un réseau en fait de personnes influentes. Pour l'avoir, il faut aller le chercher. Donc, une fois que j'étais en soirée, je savais m'habiller de manière où j'inspirais confiance. Je savais aller parler avec les gens de manière naturelle. Et je me mettais en lumière, donc je me faisais remarquer. Et quand j'étais là, tout le monde savait que j'étais là. Donc, parce que j'avais pas peur de me déplacer plusieurs fois, de passer devant les personnes, d'aller dire bonjour à des personnes. J'avais mes ruses, hein. Je pouvais aller voir un footballeur connu en lui serrant la main, en disant salut, ça va, tu te rappelles de moi, on s'était vu la dernière fois à tel endroit. Ça fait plaisir de te voir, alors que je l'avais jamais vu en fait. Mais c'est juste, je sais ils voient des milliers de personnes par mois, ils se rappelleront pas de moi. Et là, les gars, ils me prennent dans la main, ils me font la bise comme s'ils étaient amis. Et là, tac, j'enclenche une opportunité. Parce que le but, c'est pas juste d'aller rencontrer des personnes pour faire une photo, parce qui m'intéressait moi à l'époque. C'est là, créer des opportunités. Déjà, à l'époque, il n'y avait pas les smartphones. Mais en tout cas, moi, mon objectif, c'était parce que j'étais dans un contexte professionnel, et pour moi, c'était de créer des relations qui pouvaient me créer des opportunités et monétiser ces relations qui me permettaient derrière de très vite lancer des business. Mais je venais pas voir ces personnes-là pour les utiliser, c'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était de se dire, OK, tu es là, tu as réussi. Je suis un jeune comme toi parce que j'allais voir souvent des artistes ou des athlètes qui ont connu aussi de la difficulté avant d'y arriver, mais sur un autre parcours. Donc, je les approchais plus comme un frère qui disait, voilà, moi, je sais pas jouer au foot, je sais pas chanter, mais tu peux m'aider dans mon domaine, je t'aiderai aussi. Aujourd'hui, tu gagnes tant de millions. Avec moi, tu vas en gagner plus. Peut-être je vais en gagner un petit peu derrière, mais tu vas en gagner plus. Je suis pas là pour juste profiter de tes services, mais je suis là pour t'aider à avancer encore mieux dans ton parcours. Et comment ça marchait? Comment justement ils t'accueillaient? Parce qu'il y a effectivement, comme tu dis, des personnes qui sont déjà millionnaires. Toi, tu es au début, tu n'étais pas encore millionnaire. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Tu étais au début. Donc, comment ces personnes, finalement, t'octroyaient du temps et t'écoutaient pour essayer de voir de quelle manière tu pouvais éventuellement leur apporter encore plus d'argent ou autre chose? Tout à fait. Là-dessus, en fait, moi, j'ai compris que chacun a ses talents. Et j'ai compris qu'en fait, moi, ma force était l'entrepreneuriat. Très jeune, j'ai compris ça. Pour une anecdote, j'avais 10 ans et j'habitais pas très loin de l'école, hein. J'étais à 3 minutes de l'école. Et ça m'arrivait souvent d'arriver en retard au cours de 8 heures. Et un jour, mon professeur principal il m'interpelle et me dit, Sultan, vous savez, si vous êtes toujours en retard, quand vous serez un jour salarié, on va vous virer parce que vous arrivez toujours en retard. Et j'avais 10 ans ou 8 ans. Et j'ai dit à mon professeur, je me rappelle, c'était mon prof d'histoire géo et mon prof principal. Et ce monsieur-là, bon, j'ai perdu contact, hein, il s'appelle Monsieur Caillou, s'il m'écoute. Ça m'avait inspiré parce que je lui ai dit, vous savez, je serai patron. Je ne serai jamais un salarié, je serai patron. Donc, personne ne va me virer. Je vais faire en sorte que le monde s'adapte à moi et je ne vais pas m'adapter à ce qu'on m'a imposé, en fait. Et lui, il m'a rayonné en me disant, c'est bien, tu as de l'ambition, mais en attendant, tu reviendras à l'heure d'après. Tu sors de la classe, tu vas pas, voilà, c'est ça. Tu vas pas assister au cours parce que ça l'avait un peu énervé que je l'ai provoqué là-dessus. Et ça m'avait marqué parce que j'avais très vite compris que j'étais pas fait pour être dans un moule structuré, organisé. Pour la parenthèse de l'éducation nationale, malheureusement, l'école publique, surtout dans les zones compliquées, zones populaires, il y a un mindset de créateur de moutons, hein. Je vais être méchant vers l'éducation nationale, mais en France,
dans beaucoup de pays, contrairement aux pays anglophones, on ne crée pas des leaders. On crée des exécutants, on crée des personnes, on casse les rêves des personnes, on formate les étudiants pendant des années à devenir le meilleur dans leur domaine, mais en tant qu'exécutants. On apprend à faire des métiers et pas à devenir des leaders. On nous apprend dès le départ à devenir de bons esclaves. C'est des mots forts que j'utilise, mais je veux que ça soit un impact pour les gens qui écoutent. On ne nous apprend pas à devenir des entrepreneurs. On ne dit jamais « Ah, tu veux créer quoi? Tu veux créer combien d'emplois? Quelle vie tu vois? Est-ce que tu as envie de réussir financièrement ?» On ne parle pas de liberté financière, on ne parle pas sur le charisme, on ne parle pas de travailler sur soi. On apprend à travailler pour les autres bien, mais on n'apprend pas à travailler sur soi. Comment se développer pour devenir meilleur que nous sommes. Par contre, on nous apprend à apprendre par cœur des livres. À 99% du temps, ne nous servent pas à grand-chose, une fois arrivé à l'âge adulte, malheureusement. C'est important d'avoir une culture générale, tout ça, je suis d'accord, mais beaucoup de choses ne servent pas. Et là, c'est là que c'est un peu triste, mais souvent un professeur qui lui-même travaille pour pas un grand salaire, malheureusement en France, souvent qui font des manifestations et qui font des grèves parce qu'ils sont pas contents, justement, c'est pas eux qui vont nous apprendre à réussir. C'est triste, mais je parle de l'éducation nationale, je ne parle pas des écoles comme Polytech ou HEC, qui ont des professeurs, c'est des anciens entrepreneurs, etc., qui ont un parcours splendide, mais il faut avoir les moyens d'y aller. Mais dans l'éducation nationale et dans un parcours classique, collège, lycée, ce n'est pas un professeur de BEP ou d'école de lycée technique qui va vous dire oui, t'inquiète pas, tu vas réussir, tu vas devenir l'homme le plus fort du monde, tu vas conquérir le monde. Alors que lui-même, il n'a pas réussi à le faire. Et du coup, c'est quoi la clé? Parce que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, elles sont dans ce cadre. C'est-à-dire qu'elles sont avec des personnes qui n'ont peut-être pas forcément, ou des professeurs qui n'ont pas forcément d'ambition, qui ne sont pas à l'américaine, hein, si on peut vraiment dire les choses, anglo-saxons. Donc aujourd'hui, si on avait un message à faire passer à ces jeunes, ça serait quoi ce message? Parce qu'ils ne peuvent pas sortir du cadre de l'éducation nationale. Ils sont sûrement dans des écoles publiques, pour la plupart, et pareil, avec des restrictions, d'une certaine manière, et un mindset en fait qui est en train d'être créé pour eux, qui n'est pas du tout, ou très rarement en tous les cas, dans l'entrepreneuriat, ou en tous les cas la prise de risque. Donc, c'est quoi si on devait faire passer un message, si tu devais faire passer un message en tant que serial entrepreneur, ça serait quoi ces jeunes? Pour moi, je leur dirais de ne pas écouter leur environnement. Ce qui est très important, c'est d'avoir un environnement positif qui vous pousse vers le haut. Si vous avez des idées, des rêves, il faut y aller. Même si vos parents vous disent non, même si vos amis vous disent non, parfois vos conjoints, et surtout l'environnement éducatif, il faut pas l'écouter. On n'est pas obligé d'être le premier de la classe pour réussir. Comme dit Jack Ma, le patron d'Alibaba, des fois, c'est le 5e de la classe qui devient milliardaire. Le premier, ça sera le PDG de son entreprise. Moi, aujourd'hui, j'ai un petit garçon et c'est ce que je lui apprends. Je lui dis, mais tu n'es pas obligé d'être le premier de la classe. Deviens 3e ou 4e. Laisse le premier bien apprendre ce qu'il a à apprendre parce que lui, il a une éducation stricte qui lui apprend à devenir un bon exécutant. Et quand tu seras grand, tu l'embaucheras pour qu'il travaille pour tes rêves. Exactement. Parce que lui, il a été conditionné à travailler pour le rêve des autres. Alors que toi, tu dois travailler pour tes rêves, travaille ta créativité, sois visionnaire, développe des idées, parce que c'est les idées qui vont te faire réussir, pas le par cœur que tu auras appris dans les livres. Je pense que dans 10 ans, on aura une puce peut-être avec l'intelligence artificielle dans notre tête, savoir quand est-ce que Jules César est né. On n'a plus besoin de l'apprendre par cœur. Donc, on va dans un monde où la techno s'intègre en nous. On n'a plus besoin d'apprendre par cœur beaucoup de choses qui ne servent plus aujourd'hui à grand-chose. Mais par contre, on devrait plus développer la créativité et certains skills qui nous permettent justement de faire face à l'intelligence artificielle et à d'autres choses qui arrivent dans le futur. Et c'est comme ça que c'est le leadership, le charisme et c'est cette créativité qui fera qu'on peut, d'ici 10 ans, être encore, réussir encore, en fait. Continuer à être performant, continuer à être créatif, continuer à être humain, continuer à être dans la relation sociale aussi, dans la relation humaine. On parle de rêve. À quel moment tu as réalisé, toi, que tu pouvais transformer tes rêves en réalité? Est-ce qu'il y a eu un moment précis dans ta carrière ou peut-être dans ton adolescence où tu t'es dit, là, il y a un truc, je sens que je peux faire quelque chose et c'est moi qui ai la main? Tout à fait. Et ça rejoint ta première question où tu me posais la question de tout à l'heure, on n'a pas encore répondu. C'est comment ça s'est passé la première fois que tu as vu quelqu'un et que tu as pu convertir cette relation en business. Et j'ai très vite compris que moi, dans mon domaine, j'avais des capacités qui étaient mon point fort. Je ne savais pas jouer au foot, je ne savais pas chanter. Mais par contre, j'ai compris que j'avais de l'intelligence. J'avais une capacité de réfléchir très vite. J'avais du répondant et j'avais surtout de la répartie. Et j'avais cette capacité de monétiser une relation très vite par rapport à d'autres opportunités. Ça veut dire que... Et ça, c'est parti du fait que quand on était enfant dans mon école, on se charriait beaucoup. Parce que dans les quartiers populaires, dans les écoles, on se chambre énormément.
Donc, je suis très fort à ça. Donc, je sais chambrer très vite et parfois, ça vexe même des personnes. Mais en tout cas, on rigole beaucoup. J'ai de la répartie. Donc, j'ai énormément travaillé ma répartie pour chambrer parce que c'était un one-man show à l'école. On passait notre temps à chambrer l'un et l'autre, surtout le physique, sur tout ce qu'on veut. Mais on ne le prenait pas personnellement. Mais c'était plus un exercice de chambrer en live, etc. Mais ça nous obligeait à travailler à la répartie, être assez rapide à réfléchir et à avoir des punchlines très vite. Il y en a qui en ont fait leur métier. Et il y en a qui ont fait leur métier. Et moi, j'ai compris que mon métier, c'est pas d'être humoriste, même si aujourd'hui, beaucoup de copains m'adorent parce que je suis celui qui fait rire tout le monde. Mais ça m'a servi dans le business parce que c'est important aussi d'être la personne qui fait rire, qui met de l'ambiance. Donc, on a envie de l'inviter partout. Mais dans le business, j'ai compris que cette répartie, cette intelligence, quand j'allais voir des personnes, des artistes connus, je peux malheureusement ne pas donner tous les noms, mais j'ai même sorti, il y a un an que je peux le dire parce que j'ai sorti un téléphone portable avec Blaise Matuidi, qui était à l'époque au PSG. Mais quand je vais voir ces personnes-là et que je leur parle, en fait, ils voient une personne arriver qui a grandi dans leur quartier, entre guillemets, qui a grandi dans des quartiers difficiles, qui en même temps s'habille comme eux, assez moderne, assez fashion, pas un costard-cravate. Mais au moment où j'ouvre ma bouche, ce n'est pas la même chose que leurs copains peuvent dire. Tout de suite, moi, j'ai une discussion. Parce que vous savez, dans les relations humaines, que ce soit un homme qui drague une femme ou un homme qui parle de business avec un homme, c'est quasiment la même chose. Les 30 secondes, les premières minutes, c'est très important. Tout de suite, par rapport à ce qu'on va dire, on nous juge tout de suite en disant « c'est un vrai, c'est un bon, c'est pas un bon ». Et c'est la première impression, elle est très importante. Donc moi, j'avais cette chance d'avoir la phrase d'accroche. J'allais voir les personnes, je leur disais des mots avec des impacts forts. Et le gars, il disait « Ah oui, ce gars-là, il est comme moi, il vient d'un quartier comme moi, mais il n'est pas bête. Il y a des choses à faire avec lui. » Parce que souvent, ces jeunes-là, ces personnes-là ne sont pas forcément bien entourés. Et ils se disent avec lui, il est fort. En même temps, ce n'est pas le gars en costume-cravate qui vient du 16e, qui vient d'un beau quartier, qui est le requin, entre guillemets, qui vient m'allumer. Mais avec en plus une intelligence. Voilà. Et quand on est serial entrepreneur, c'est qu'on lance plusieurs cartes, plusieurs dés, et on voit là-haut. C'est mieux et c'est ça qui va nous changer notre vie. Et parfois, on démarre dans une activité, mais on n'aurait jamais pensé que 30 ans après, on va faire ça. C'est ça qui va nous changer notre vie. Mais pour ça, il faut être ouvert d'esprit. Pour ça, il faut rencontrer des personnes. Il faut créer des opportunités, tester. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est de dire que la peur n'empêche pas de mourir, mais la peur empêche de vivre. Donc, ceux qui vivent avec la peur, qui ont peur de prendre des risques, ne font rien, mais ils sont sûrs de mourir en tout cas. Et celui qui va prendre des risques, il va aussi mourir. Mais il aura peut-être une chance de réussir ce qu'il a envie de faire. Parce qu'il aura pris des risques. Mais les risques comportent aussi des sacrifices. Et c'est le problème d'aujourd'hui, c'est que ça soit la jeunesse d'aujourd'hui, la nouvelle génération qui veulent dormir et se réveiller avec des millions, ou aller très vite parce que sur les réseaux, on leur vend du rêve en pensant que le temps d'un podcast ou d'une vidéo d'influenceur, on va devenir millionnaire. Et ce n'est pas la vraie vie. Donc, moi, j'ai mis quand même plus de 20 ans à construire tout ça. Après, je ne parle pas des exceptionnels qui ont des chances dans les bitcoins, qui sont misés un petit peu et ça a changé leur vie. Mais ça, on est encore dans un cas de l'aléatoire. Pour moi, c'est comme jouer au loto où on a misé sur la chance. Mais de manière concrète, si on ne parle pas de chance exceptionnelle, c'est les coïncidences qu'on crée, les opportunités qu'on crée et le combat qu'on mène pour y arriver. Certains y arrivent en 5 ans, d'autres mettent 20 ans. Mais il ne faut jamais lâcher l'affaire. Moi, j'ai des projets, ça fait 15 ans que je suis dessus et j'y suis encore. Donc, moi, j'ai eu pas mal de conflits dans ma vie personnelle, dans ma vie intime, dans ma vie familiale, où on me dit « Sultan, ça fait des années que tu fais ça, tu n'es pas encore milliardaire ?» Oui, mais mon objectif, ce n'est pas d'être milliardaire, c'est de réussir un projet. Parce que ce qui est important, c'est la passion qu'il y a derrière. J'ai beaucoup étudié la question du bonheur et de l'existence. Pourquoi exister ? Pourquoi donner un sens à sa vie ? Pourquoi on est là avant de mourir ? Quel est notre sens de notre vie, l'impact qu'on va laisser ? Quel est notre passage, parce qu'on sait qu'on n'est pas immortel. Je ne parle pas de religion ou de quoi que ce soit, d'autres croyances, mais de manière pragmatique, on a une vie, à un moment donné, on va mourir. Je ne parle pas des 0 à 20 ans parce que c'est la phase école. Pour moi, après 65, 70 ans, c'est la phase où on est un peu plus fatigué, donc ce n'est pas la meilleure période. Donc, c'est de 20 ans à 60 ans. On a 40 ans de notre vie pour réaliser tout ce qu'on veut. C'est où on a la santé, la force, l'énergie. 40 ans, ce n'est pas grand-chose. Et 40 ans dedans, pourquoi vivre pour le week-end? Pourquoi vivre pour avoir un mois de vacances sur un an? Vous vous rendez compte, ça vous fait 50 vacances dans votre vie quand vous avez les moyens d'aller en vacances, quoi, en fait. Donc, la vie ne s'arrête pas là. La vie, ce n'est pas 5000 week-ends dans une vie en général à 5000 week-ends. Pourquoi vivre pour se payer des vacances, voilà, en fait, pourquoi simplement. pas faire en sorte que la vie, c'est nos vacances. C'est-à-dire, moi, quand je suis en vacances, je n'ai pas mon ordi, je suis frustré parce que c'est ma passion, c'est mon travail, c'est mon business. Et quand on fait en sorte que notre passion devient notre vie, notre travail, on est très heureux parce qu'on se lève pour quelque chose. On ne voit pas le temps passer et puis on Exactement. avance. Et dans mon étude du bonheur, c'est ce que j'ai appris, c'est que
Le bonheur, c'est se réveiller avec de l'enthousiasme. C'est-à-dire qu'on se réveille, on a envie de se réveiller tôt, on n'a pas envie de dormir, parce qu'on a envie de faire beaucoup de choses. Ça, c'est le vrai bonheur. Alors que l'opposé du bonheur, c'est l'ennui, la routine. Quand on n'a pas envie de se réveiller le matin parce qu'on préfère dormir, c'est parce qu'on n'a pas grand-chose à faire et on s'ennuie un peu dans notre vie. Donc, on préfère ne rien faire. Et c'est triste. Les gens ne le voient pas, mais on a la chance de se réveiller chaque matin. Ça, on le voit plus avec le temps. Quand on a 40 ans, on voit la vie différemment que de quand on a 20 ans. Chaque matin, quand on se réveille, est une chance, une nouvelle opportunité. Et on commence à compter les secondes à partir d'un certain âge. On s'est dit, il faut aller vite, il faut faire les choses. Parce que si on ne le fait pas maintenant, ça ne sera pas demain. Parce que demain ne sera peut-être pas là. Et ça, quand on a 15 ans ou 20 ans, on ne se rend pas compte de la chance que nous avons d'être jeunes et des autoroutes d'opportunités qu'il y a. Parce que quand on est né en France ou qu'on a grandi en France, malgré tous les problèmes politiques ou autres, on a quand même plus de chances que ceux qui sont nés en Afrique ou en Asie, dans certains pays où les enfants n'ont même pas d'eau pour boire. Donc, on a quand même la chance d'avoir une maison, des infrastructures, des écoles gratuites, tout un ensemble de choses qui font que, pour moi, il n'y a pas de raison à échouer. À partir du moment où on est ambitieux, on peut y arriver. Parce que moi, je connais des copains qui sont milliardaires aujourd'hui en Afrique, qui sont nés dans des contextes tellement plus compliqués, qui n'avaient même pas de chaussures aux pieds, qui aujourd'hui sont millionnaires ou d'autres sont milliardaires. Donc, pourquoi nous, nés en France ou grandis en France dans un minimum de confort, même on peut grandir dans une cité, mais il y a quand même de l'eau pour boire et une maison pour dormir. On a tout pour se battre. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, pour moi, c'est facile de justifier en disant « Ah, j'ai pas les contextes ». Donc, c'est une facilité, c'est une façon d'excuser l'incapacité ou le fainéantisme. Pour moi, peut-être, je suis dur un peu peut-être avec les mots, mais si on veut, on peut y arriver. Comme toi, tu m'as appris lors d'un dîner, c'est des mots qui m'ont marqué aussi. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il y a une tempête, si à 6 heures, j'ai prévu d'aller courir, je me lève, je vais courir à 6 heures. Et je ne vais pas attendre que, ah non, il fait pas beau, je ne vais pas courir. Et ça, c'est un mindset de soldat. C'est toi-même qui m'as appris cette phrase-là. Et c'est vrai. Et j'exécute, et c'est ce que j'apprends aussi aux autres en disant que Elon Musk ou ça soit n'importe qui, on a tous les mêmes contextes, on a tous 24 heures dans une journée. L'autre n'a pas 100 heures ou l'autre n'a pas 200 heures. Celui qui va travailler pour un SMIC, il a les mêmes temps que Bernard Arnault qui travaille pour des milliards. C'est juste qu'on ne travaille pas de la même manière, on n'optimise pas son temps de la même manière. Donc il y a l'environnement, il y a certaines choses à faire pour être productif. Et ne pas s'attendre à la chance, d'après ce que je comprends aussi, c'est plutôt aller chercher des coïncidences ou des opportunités en te mettant dans des situations qui vont te permettre de rencontrer des gens, d'être dans leur environnement. En fait, tout simplement, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne va pas venir te chercher là où tu es. Par contre, c'est à toi d'aller et t'adapter à cet environnement qui te permettra peut-être d'aller créer des opportunités, que ce soit business ou autre. Alors, déjà, c'est très intéressant et je pense qu'il y a beaucoup de punchlines. Il y a beaucoup de mots qui sont forts, mais c'est important aussi à un moment donné de dire les choses parce que, effectivement, je pense que regarder YouTube et de se dire qu'à travers une formation, on va être millionnaire, moi, j'y crois pas personnellement. Il y a beaucoup de gens, a priori, qui tombent dans le panneau. Et je ne pense pas que ça soit forcément... Donc, ce temps-là, cet argent que vous allez investir, investissez-le en vous plutôt. Regardez quelles sont vraiment les personnes qui ont un peu ramé pour réussir. Quel a été leur processus? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Et comment vous pourriez peut-être, à votre manière, mettre également ces choses en place? Comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, tu as créé un sultan qui est à côté de l'original, finalement, pour pouvoir aller chercher des opportunités, pour pouvoir te fondre dans la masse de ces millionnaires, de ces personnes qui ont réussi à l'époque, en tous les cas financièrement, ou sportivement, ou peu importe. Justement, en termes de réussite, c'est quoi pour toi ta première grande réussite et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ma première grande réussite, c'était avec mon associé Nathan et on avait créé une marque de téléphone qui s'appelait QTech. Et quand on l'a développé, c'était les premiers smartphones à l'époque qui s'appelaient des Pédiaphones. On avait la vingtaine et on s'est battu sur un marché de dinosaures, entre guillemets, où il y avait des grands groupes. Et nous, on était des jeunes, en plus d'origine étrangère. Quand on nous a vu arriver, il y avait beaucoup de barrières. Donc, jusqu'à que mon associé, qui s'appelait Mayuren, qui est un nom indien, il l'a appelé Moron. Il a changé son prénom et l'orthographe. Et tout le monde l'appelle Nathan aujourd'hui, qui est son nom de famille, mais c'est Prema Nathan, c'est un nom tamoul. Mais on disait Nathan au téléphone, ça passait mieux, parce que ça faisait plus français. Donc, on a dû s'adapter au contexte, s'organiser, devenir comme des caméléons.
Au lieu de critiquer le système et de se battre contre un système qui est déjà là, parce qu'on ne va pas réussir à le changer, ni les humains, ni le système, parce que l'humain est fait de bien et de mal, on s'est adapté. On s'est dit, tiens, ça, c'est les cartes qui sont là. Ben, on va s'adapter comme les caméléons, pour rentrer dans ces systèmes et tirer profit de ces systèmes avec nos défauts, nos qualités, et mettre ça. Et donc, on a réussi à créer cette boîte-là, qu'on a ramené très loin, qu'on a réussi à performer. Ça nous a créé beaucoup de contacts. Et c'est comme ça que c'est cette première entreprise qui m'a mis les pieds dans le monde des grands. Parce que très vite, on a été approché par Microsoft, par des grands groupes, qui voyaient 2 jeunes étudiants. Mon associé venait juste de finir à l'époque. J'allais te poser la question, parce que si on regarde Sutan sur ses réseaux sociaux, alors notamment Instagram, Sutan se déplace en jet privé. Il est dans les plus grands hôtels, il est dans les plus grands restaurants, il est dans les plus grands... comment on appelle ça? Dans tous les endroits en fait, où la jet set est présente, il a les plus belles montres, il a les plus belles chaussures. Donc ça aussi, tu vois, est-ce que c'est un style de vie? Est-ce que c'est quelque chose qui te ressemble? Ou c'est une stratégie que tu as mis en œuvre pour revenir à ce que tu disais au départ, pour pouvoir justement te conformer à un monde avec lequel tu as envie d'interagir? C'est une bonne question parce que c'est même certains, moi, comme toujours, il y a des haters sur les réseaux, comme des personnes qui me soutiennent. Donc, j'ai pas énormément de followers parce que c'est récemment, j'ai ouvert mon Instagram. Avant, j'avais un autre prénom dessus. Je montre en fait que les gens ont besoin d'être inspirés. J'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages en disant je te suis depuis longtemps, j'ai envie de faire comme toi, etc. Moi, quand je vois ces messages-là, ça me fait plaisir et je les aide d'ailleurs. Je leur donne des contacts et je leur donne des conseils qu'ils ont besoin gratuitement parce que ça me motive en fait d'impacter ces jeunes-là. Je montre que les gens ont besoin de voir. Les gens ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière. Les personnes ne voient pas tout l'effort qu'il y a derrière. Mais surtout, j'ai envie de faire rêver les personnes, de dire que moi qui suis parti de si loin, si j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire. Et même mieux que moi. Et deuxièmement, pour répondre à ta question, c'est pas le vrai moi. C'est-à-dire que je montre le personnage que j'ai créé, comme tu as dit. Parce que moi, si tu me vois dans ma vraie vie le dimanche, je suis en jogging, je suis avec mon fils, j'ai pas de montre, j'ai rien sur moi. Tu vas me voir avec un jogging, même pas repassé, avec des baskets Nike, alors qu'en semaine, je suis en Louboutin, ce qu'on veut. J'ai créé un personnage de moi qui correspond à ce milieu, mais qui n'est pas le vrai moi. Le vrai moi, mon fils le connaît. Quelqu'un de simple qui passe ma journée à jouer avec lui et à faire le gamin, entre guillemets, et même avoir une autre façon de parler. N'oubliez pas que j'ai quand même grandi pendant 20 ans dans le ghetto, donc je peux aussi avoir des discussions plus légères. Et c'est cette force que j'adore parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup de présidents, des princes, des rois, où j'ai des discussions assez fortes avec eux, avec des langages très précis, avec des respects en fait de coutumes à avoir quand on voit un prince ou des rois. Il y a des traditions à respecter, donc sinon c'est très mal vu. Donc je suis un peu un caméléon grâce à la rue. Je sais parler avec un jeune de quartier et me fondre complètement dans ce contexte, sachant que moi-même j'ai grandi dans ça et j'ai encore beaucoup d'amis qui viennent de quartier. Mais en même temps, je peux demain parler avec un président. À aucun moment donné, il va se dire que j'ai grandi dans un quartier compliqué, en fait. Parce que je sais m'adapter. Ça m'a permis, justement, très vite d'avoir 2 personnages. Le vrai moi qui est simple, le petit Sutan qui a grandi dans un quartier difficile et qui reste le même et qui peut aller manger un kebab avec ses potes. Et de l'autre côté, l'autre Sutan qui peut aller dans des restaurants étoilés Michelin et s'adapter, savoir parler aux serveurs et savoir parler avec toutes les personnes de cet environnement. Sans utiliser des mots familiers etc. Et très bien, entre guillemets, parler en wesh s'il faut avec d'autres copains. Donc ça, c'est une force de savoir s'adapter. Et j'ai très vite compris que le réseau est quelque chose de très important. Donc pour moi, 50% de la réussite d'un projet, c'est le réseau, c'est le networking. J'ai un ami qui s'appelle Mani Noordine, qui est connu sur les réseaux, qui est l'agent de beaucoup de stars, qui dit une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Your network is your net worth ». C'est-à-dire que votre réseau, c'est votre capital, en fait. Et c'est très important parce que quand on a une mise de départ, qu'on est fils de milliardaire, on n'a pas besoin de ça forcément, facilite quand même parce que l'argent ouvre toutes les portes. Et l'école, les grandes écoles ouvrent aussi toutes les portes parce qu'on peut parler de Steve Jobs, de tous ces gens-là, de Zuckerberg, etc., qui ont démarré dans leur garage, d'Apple, etc. Ils ont démarré dans leur garage pour devenir des milliardaires. Mais attention, c'est des garages dans des villas de folie. À San Francisco, ils ont fait Stanford, ils ont fait des écoles que nous, à Barbès, on n'avait pas les moyens de faire. Donc, quand on a grandi dans cet environnement et qu'on a eu ces écoles-là, forcément, les copains de classe, c'est les futurs présidents du pays, c'est les futurs milliardaires, c'est les futurs dirigeants des sociétés cotées en bourse. Donc, on crée ce réseau.
Mais quand nous, on vient de très plus bas, où il n'y a pas tous ces réseaux, il faut la créer. Et j'ai très vite compris que les idées, c'est 25%, parce qu'il faut quand même des idées. La personnalité, le mindset, le courage, l'envie, les ambitions, cette envie de se battre et se dire, moi, je peux dormir à minuit et on m'appelle à 2 heures du matin parce que j'ai un cousin avec qui je sors beaucoup le soir qui m'appelle à 2 heures en me disant, tiens, il y a telle soirée à tel endroit, il y a ces personnes-là seront là. Je peux me réveiller à 2 heures du matin alors que j'ai pas envie, j'ai envie de dormir, je suis fatigué, j'ai du boulot le matin à 9 heures, c'est pas grave. Comme un pompier, je m'habille, j'y vais. Et toute la nuit, je suis là. Et parce que je sais que... qu'il y a une opportunité derrière. Parce qu'il y a une opportunité. Peut-être que je vais rentrer bredouille. Mais je serais allé, au moins je dors avec la conscience tranquille, parce que sinon le lendemain, je me prends la tête en disant, qu'est-ce que j'ai peut-être loupé. Et louper, c'est vraiment les opportunités d'entreprise, parce qu'on peut croiser une personne par tout hasard, et le feeling, ça passe, on a un bon feedback, et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et c'est comme ça qu'on rentre dans le cœur des personnes. Je ne dis pas que l'amitié est superficielle, mais quand on n'a que 24 heures dans une journée et qu'on n'a pas beaucoup de temps, mieux vaut que nos amis soient les personnes avec qui on grandit. Et c'est pour ça que moi, je dis beaucoup à mon fils, parce que j'ai cette chance de pouvoir l'éduquer aujourd'hui, et je lui dis énormément, c'est le réseau, les amis, c'est très important, parce que si tu veux être un lion, il faut être avec les lions. C'est sûr que si on met le lion avec les moutons, ça sera le méchant. Mais par contre, le lion avec les lions, il sera aimé, il sera apprécié. Et donc, je ne critique pas les moutons, c'est un choix de vie. Mais le mouton, son parcours, c'est de la survie quand même. Le mouton court toute la journée pour ne pas être mangé. Alors que le lion, il peut dormir tranquillement. Donc, mieux vaut être dans cette jungle, un lion qui dirige sans difficulté, que d'être le mouton qui est le gentil, qui est herbivore et qui ne fait de mal à personne, mais qui finira à manger. Donc, c'est ce que j'apprends, et c'est ce que j'ai très vite appris aussi, que mieux vaut être du bon côté du mur que d'être du mauvais côté, même si on est né du mauvais côté. Donc, même si on n'a pas eu cette chance, on peut se battre et y arriver. Et pour ça, il faut créer le réseau, parce que le réseau permet d'ouvrir des portes beaucoup plus vite que si on n'avait pas ce réseau, parce que des gens qui savent chanter, il y en a plein. Des gens qui savent jouer au foot, il y en a beaucoup. Mais des gens qui jouent, il y en a peu, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de croiser des agents. Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui n'ont pas eu de chance de croiser des producteurs dans la musique. Dans chaque domaine, il y a bien quelqu'un qui nous a changé notre vie. Et ça, il fallait le chercher. Parce que des personnes qui chantent bien dans leur salle de bain, il y en a beaucoup. Alors que d'autres qui chantent moins bien, mais qui gagnent des millions, il y en a parce qu'ils ont eu la chance d'avoir trouvé des producteurs ou des personnes qui croyaient en eux, qui ont voulu les produire. Donc, moi, je suis parti de ce principe. Je me suis dit, tiens, il faut sortir de mon quartier pour faire ça. C'est vrai que dans ma vie, même amoureuse au départ, j'ai eu plein de problèmes parce qu'on me disait, Sultan, t'es jamais là, tu sors beaucoup. Ça a vraiment été un combat dans ma vie personnelle, parce que quand on sort à 2 heures du matin, tout le monde n'est pas capable d'accepter ça. Parce qu'on va se dire, t'es pas là la journée, t'es pas là le soir, t'as pas besoin de ça. Bill Gates n'est pas allé en boîte pour réussir sa vie. Oui, mais Bill Gates, il a fait des écoles très connues où ses copains de classe suffisaient largement. Moi, j'ai pas eu cette chance. Moi, le contact, je vais aller le chercher. Si aujourd'hui je suis associé avec un Teddy Riner, c'est parce que je l'ai trouvé dans un endroit qu'il fréquentait. Si dans le passé, j'ai travaillé avec des gens comme Blaise Matuidi ou d'autres personnalités, j'ai travaillé avec des princes, avec différents milliardaires, c'est parce que je suis allé les chercher là où ils étaient. Ils sont pas venus à moi. Mais pour aller les chercher, c'était pas simple. Et ça, peu de gens le comprennent en fait. Parce que créer du réseau et créer de l'amitié avec des personnes influentes, comme tu disais tout à l'heure, tout le monde veut être les amis de ces gens-là. Tout le monde veut être les amis des riches, tout le monde veut être les amis des sportifs. Tous les 30 secondes, ils veulent faire des photos. Donc, ces personnes-là se protègent encore plus. Ils se disent, ces gens-là connus, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Parce qu'ils se protègent, parce qu'ils savent que beaucoup de gens autour d'eux, c'est superficiel, par intérêt, par opportunité. Donc, ils veulent des gens simples et réels. Donc, c'est encore plus dur de les approcher. Donc, moi, devenir ami avec ces personnes-là, parfois, on est amis pendant 5 ans avant de démarrer un business ensemble. Et parfois, on ne les démarre pas, mais ce n'est pas grave. Parce que c'est des personnes avec qui j'apprends. Moi, aujourd'hui, créer des opportunités, ce n'est pas que financière, c'est aussi intellectuel. Quand je m'assois à côté d'un sportif ou d'un homme d'affaires qui a réussi, qui a 70 ans, qui a un parcours exceptionnel, quand il me raconte sa vie, comme le patron de l'ICA Mobile, que j'admire beaucoup, qui faisait partie de mes inspirations, qui est un Sri Lankais comme moi, qui a connu la guerre, qui a perdu son père très jeune et qui a travaillé à Gare du Nord. Il a fait des petits boulots et aujourd'hui, c'est la première fortune des Sri Lankaises. Il pèse plusieurs milliards et il a une entreprise qui fait 2 milliards de chiffre d'affaires pour qui j'étais président même de sa boîte. C'était une aspiration. Ce gars-là, par exemple, je ne le connaissais pas et je me suis dit dans ma tête, un jour, j'aimerais le rencontrer. Et j'ai fait tout pour le rencontrer. Et quand je l'ai rencontré, je me rappelle toujours, j'étais à un anniversaire qu'il a organisé chez lui à Londres. J'étais même pas invité. Et j'ai accompagné un ami à lui comme chauffeur. Et quand je l'ai déposé, je me suis incrusté avec lui. Et il m'a dit, fais attention, Sultan, t'es pas invité. Mais j'ai dit, c'est pas grave. Et il est passé, il m'a dit bonjour sans même me regarder, ce monsieur.
Et j'ai dit à mon ami, j'ai dit, tu sais, il m'a dit bonjour, il m'a serré la main, il m'a même pas regardé dans les yeux, il sait même pas que j'existe, je suis une poussière pour lui, mais dans 6 mois, je serai son bras droit. Et je suis devenu président de son groupe derrière. Parce que j'ai tout fait pour me faire remarquer, j'ai tout fait avec ma façon de m'habiller, ma façon de m'exprimer, ma façon de me mettre en valeur ou dans la lumière, qu'il me remarque, qu'il me voit passer, etc. Et à un moment donné, je l'ai interpellé. Même s'il avait ses gardes du corps, il y avait pas mal de gens. Je suis parti lui chasser au culot. Le culot, c'est important dans la vie. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Il faut avoir de l'audace. Et c'est très important parce que ça peut être très mal vu aussi parce qu'on se dit « Ah, il provoque, il veut trop se mettre dans la lumière ». Il y a toujours des gens qui ne nous aiment pas quand on fait ça. C'est parce qu'on est tout de suite considéré comme le gars qui se la raconte ou la personne qui veut être mieux que les autres ou la personne Mais toi, qui... tu l'as approché avec une intention. Moi, je l'ai approché avec une bonne intention pour lui. Mais c'est sûr que ses amis vont pas apprécier parce que toujours ces personnes-là sont entourées des personnes qui veulent le garder que pour lui, en fait, que pour eux. Et donc, quand on arrive, tout de suite, on se met des gens à dos parce qu'ils se disent, mais c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qui vient, entre guillemets, rentrer dans un cercle qu'on a sécurisé pour nous parce que beaucoup de personnes réussissent grâce à ces locomotives. Donc, moi, je suis allé le voir à l'audace et je lui ai dit, écoute, j'ai un réseau, je sais faire ça, donne-moi ma chance, tu verras que je ne te décevrai pas parce que ce qui me motive, c'est pas l'argent, mais ne pas te décevoir. Tu es aujourd'hui déjà à une position, avec moi, tu peux faire x10. Je vais t'accompagner parce que j'ai quelque chose que tu n'as pas. C'est que j'ai un réseau au nord. Tu as les milliards, tu connais du monde, mais moi, je n'ai pas cet argent. Mais je suis dans le cœur de beaucoup de personnes et il y a des convergences énormes. Donc, quand je vais voir des personnes, je réfléchis déjà à des potentielles idées et des opportunités. Moi, il me faut 3 minutes quand je rencontre une personne pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec qui. Donc, ces personnes-là qui ont un processeur pour moi tellement puissant et tellement fort, en 3 secondes, il faut dire les choses vite. Parce qu'ils ne te laisseront jamais 5 minutes pour les convaincre. Je vais te donner l'exemple de M. Bambi que j'ai rencontré dans ma vie à travers un ami qui est un milliardaire congolais. Je l'ai vu sur Google. Et j'ai dit un jour, j'aimerais le rencontrer. Et j'ai réussi à le rencontrer à travers des amis comme je fais d'habitude. Et on était au Plaza Athénée. Il m'a donné 2 minutes. Il m'a dit, monsieur, je n'ai pas le temps. Je vous donne 30 secondes, à maximum 2 minutes, pour m'expliquer ce que vous avez envie de faire. On verra si on peut travailler ensemble. C'était un homme d'affaires qui avait la soixantaine. Moi, à l'époque, j'avais la vingtaine. Donc, il fallait le convaincre. En 2 minutes, ça a duré 2 heures. Donc, quand on fait 2 heures avec quelqu'un qui n'avait pas le temps, donc c'est bon signe. Et en sortant de 2 heures, je lui ai dit, écoute, on peut faire tout ça, mais je n'ai pas les moyens d'avoir des bureaux. Est-ce que tu peux me prêter des bureaux parce que j'ai appris que tu en avais? Il m'a donné les clés le lendemain de ces bureaux qui avaient 500 mètres carrés sur le champ. Je ne sais pas si tu es venu à rue de Courcelles. Qui étaient des bureaux magnifiques sur des étages. Ça vaut 40 000 euros par mois et je n'ai pas payé 1 euro. Ton bureau à toi faisait 100 mètres carrés, je crois, déjà. Voilà, c'est ça. Ton bureau. Mais que je n'ai pas payé 1 euro, il m'a aidé, ce monsieur. Il m'a donné les clés de ces bureaux, que pendant 2 ans, je n'ai pas eu de loyer à payer. Il m'a tout aidé en contrepartie de rien. Et il m'a dit, Sultan, moi, un jour dans ma vie, on m'a aidé parce que j'étais pauvre au Congo et grâce à quelqu'un, un avocat qui l'a aidé, je suis devenu milliardaire dans les télécoms. Maintenant, c'est à mon tour de t'aider. Peut-être qu'un jour, tu aideras mes enfants ou mes petits-enfants ou d'autres personnes. La vie, c'est comme ça. Et cette phrase-là m'a marqué. Donc, il a été un peu comme un père que je n'ai pas eu et il m'a ouvert des opportunités, même ses enfants, il ne leur a pas donné tout ça, en fait. Parce que comment je me suis exprimé, comment je me suis battu en face de lui. Mais c'est quoi ces mots, justement, que tu as donnés, qui lui ont donné envie de t'écouter beaucoup plus et de passer justement ces 2 heures et ensuite d'être entre guillemets, un papa pour toi, en t'ouvrant des portes? En fait, je lui ai montré que j'avais faim, que j'avais très faim, que je pouvais faire beaucoup de choses. J'étais prêt à me sacrifier, j'étais prêt en fait à tout pour atteindre les objectifs, tout dans la légalité et dans les mœurs. Hein. Mais en tout cas, j'étais prêt à faire de grandes choses. Moi, je le ressens aujourd'hui avec le temps, avec l'expérience, quand je vois des petits jeunes. Je vois tout de suite celui qui cherche juste à faire quelque chose. Et celui, je sais que ça sera un vrai soldat. Il sera là matin, minuit, à n'importe quel moment. En fait, tu as montré que tu avais faim. Voilà, que j'avais l'envie de réussir et surtout, j'avais envie de ne pas le décevoir. Et c'est très important, c'est ce que je dis aussi aujourd'hui à Teddy Riner, je l'ai dit même il n'y a pas longtemps. Tu sais, mon ami, tu m'as donné des opportunités alors que tu pouvais le donner à d'autres personnes. Ma premier objectif, c'est ne pas te décevoir. Donc, ne pas te décevoir, c'est de faire les choses au maximum. Je préfère perdre une course, mais avoir donné tout, que de perdre la course parce que je n'ai pas essayé ou je n'ai pas tout donné. C'est des erreurs que j'ai pu faire quand j'étais très jeune, quand j'ai eu l'occasion de travailler avec un prince milliardaire du Moyen-Orient. Je ne peux pas donner son nom, mais il pesait plus de 20 milliards. Très jeune, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et très vite, je suis parti à Dubaï avec lui, en Arabie Saoudite, à Riyad, pour un jeune qui a grandi à Barbès, à la Goutte d'Or, qui prenait le métro et qu'il se retrouve demain chez des princes où il y a 80 personnes pour s'occuper et qu'on était dans des contextes de folie. Hein. Pour moi, c'était nouveau. C'est-à-dire que je me rappelle des anecdotes. À l'époque, j'étais avec un ami qui s'appelait Youssef et que c'était un copain d'enfance que je l'ai amené avec moi dans ce business. On était chez lui, dans sa maison, en train de manger. Il y avait peut-être 50 personnes qui faisaient à manger c'était chez lui. Hein. C'est mieux que dans un restaurant.
Et on a mangé du poulet la première fois chez lui. C'était tellement bon, on avait limite les larmes aux yeux. J'ai dit à mon pote, mais tu te rends compte le poulet qu'on mange là? On n'a jamais mangé aussi bon dans notre vie. Pour lui, c'est normal. Lui, il le mange même pas. Il y avait un buffet, mais moi, j'étais prêt à prendre 10 kilos en fait. J'étais prêt à rester là et manger toute la journée parce que j'avais jamais vu ça. Et j'ai dit, mais tu vois, du quartier où on vient, j'ai l'impression que le poulet qu'on mange, on dirait qu'il a grandi dans un palais, qu'on lui a fait des bisous. C'est pas le poulet que nous, on a mangé dans notre quartier qui s'est fait frapper avant de partir. Voilà, c'est le poulet, on avait mal aux dents. Et là, c'est le poulet. En fait, c'est des petites anecdotes. Et je me suis dit, tiens, on a cette chance-là et que tout le monde n'a pas. Et il faut vraiment se donner à fond pour pas la perdre. Quand on est plus jeune, on se rend pas trop compte de cette chance qu'on a. Donc, on se dit, c'est acquis, c'est bon, notre vie, elle est faite. On se laisse un peu aller en se disant c'est bon, on a le résultat, mais le résultat, c'est pas le nôtre, c'est la vie du prince, c'est pas le nôtre. À tout moment, ça peut s'arrêter, à tout moment, on peut tout perdre. Ça, on ne le voit pas quand on est très jeune. Donc, parfois, quand on a une première victoire, le défaut humain, c'est de se dire c'est bon, je suis arrivé, c'est acquis. Ça arrive pour les sportifs, ça arrive pour des chanteurs, ça arrive pour beaucoup de personnes qui perdent leur carrière parce qu'ils s'arrêtent sur une ou deux victoires. Alors que ce que j'aime beaucoup chez Teddy Riner, c'est qu'il est dans la résilience et qu'il se bat, il ne s'arrête jamais en fait. Et ça, moi, je l'ai appris avec le temps, parce que rien n'est acquis. On peut tout perdre à tout moment. Et il ne faut pas rester sur les premiers conforts que nous avons reçus et se dire, c'est bon, on a de la chance, on y va. Parce que moi, aujourd'hui, pour lever des fonds à mon âge aujourd'hui, je trouve que c'est plus dur qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans. Les complexités économiques font que aujourd'hui, même pour lever 500 000 euros, on a plus de difficultés qu'il y a 20 ans. On pouvait lever des millions facilement. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec un prince qui me fait envoyer un virement à chaque fois que j'avais besoin. Je ne me rendais pas compte de cette chance-là. Aujourd'hui, je me rends compte quand je demande 200 000 euros et qu'on me fait signer 40 contrats, parce qu'on met 200 000 euros et qu'avec des conditions où à la moindre virgule, je me fais virer de la boîte. Je me suis dit, waouh, quand j'avais 20 ans, j'ai quand même eu la chance d'avoir un prince où à chaque fois, je lui passais un coup de fil en me disant qu'il manque 300 000 euros pour payer de cette campagne de pub. Il me faisait un virement sans me poser de questions. Il n'a jamais vérifié notre compte en banque et j'ai jamais pris un centime parce qu'il y avait le respect qui était là. On travaillait à la parole à l'ancienne. Il me faisait confiance. Et il me faisait ça. Et moi, je n'avais pas conscience. Si je pouvais retourner 20 ans en arrière, cette opportunité, je la multiplierais par 1000 avec l'expérience que j'ai et la conscience que j'ai aujourd'hui en me disant que j'ai eu cette chance, que je n'ai pas assez exploité parce qu'on étant jeune. C'est sûr, quand on a 20 ans et qu'on vient du ghetto et qu'on habite en Arabie Saoudite ou à Dubaï dans des conditions où on privatise le restaurant et l'hôtel, on pense plus à profiter, plus à kiffer, entre guillemets, que de se dire non. Locked in, comme un businessman connu aux États-Unis, il dit on ne bouge pas, on reste à l'intérieur, on ne regarde pas, on ne se divertit pas, on se donne à fond tant qu'on n'a pas, nous, cette aisance financière. Parce que pour l'instant, ça reste à lui. C'est quoi l'échec? Est-ce que tu as eu un échec justement à un moment précis dans ta vie où tu as vraiment pris conscience que... C'est quand j'ai perdu ce prince. Et j'ai perdu ce prince parce que j'étais justement inconscient de la chance que j'avais à ce moment-là. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Parce que je pensais que ma vie était finie, parce que j'avais tellement misé sur lui et j'avais tellement misé mon avenir dessus. Je l'ai perdu pour une seule raison, tout simplement. Malheureusement, j'avais un mauvais entourage et j'étais mal conseillé, que j'étais conseillé que par moi-même. J'étais mon propre conseil, j'avais pas assez de recul et d'espérance. Donc, j'ai ramené un ami d'enfance dans cette activité qui, lui, n'avait pas les mêmes visions que moi. Et malheureusement, c'est pour ça qu'on dit que l'environnement est très important. Donc, cette personne qui était mon meilleur ami d'enfance, qui a grandi avec moi, et malheureusement, il m'a volé. Et il a volé l'entreprise et il a disparu avec tout l'argent de l'entreprise. Donc, on était parti pour faire de grandes choses. Et le fait qu'il a agi de cette manière, j'ai perdu la confiance du prince parce que c'était des personnes du Moyen-Orient qui travaillent à la confiance, aux paroles. Et donc, quand vous avez un ami que vous ramenez dans un cercle et qui fait quelque chose de malsain, forcément, le prince, il ne sait pas si j'étais complice. Bien sûr. La relation était cassée. En fait. Quand le doute se met en place, c'est comme dans un couple. Donc, quand le doute se met en place, ça devient compliqué. Et on l'a perdu inutilement à cause de ça, parce que à cause d'un associé qui, lui, a été opportuniste, n'a pas vu les choses comme moi en disant « Tiens, on va travailler pendant 5 ans et on va devenir très riche » ou « On va créer de belles opportunités ». Il a voulu être à court terme dès qu'il a vu qu'il y avait des virements et qu'à un moment donné, dans ma vie personnelle, j'étais occupé et je lui ai donné les accès à la banque parce qu'il devait s'occuper de payer les salaires. Il est parti avec tout l'argent et planter toute l'équipe, moi et d'autres personnes qui ont sacrifié beaucoup de choses sur ce projet. Et ainsi détruire la relation qu'on avait avec ce prince. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on ne l'a pas perdu à cause de moi, mais je n'ai pas été assez vigilant. Une négligence peut-être que tu as eue. Et j'étais négligent peut-être. Ou de la confiance en tous les cas que tu as donnée. C'est ça. Mais le fait de l'avoir perdu, ça m'a ouvert les yeux sur... Ça m'a ouvert les yeux sur les autres opportunités où j'étais beaucoup plus sérieux derrière. La mentalité de serial entrepreneur, c'est une façon d'être. C'est une façon d'être, c'est un mindset. On a envie de faire beaucoup de choses, on a envie d'apprendre parce que sinon on s'ennuie très vite dans la routine. Nous, métro, boulot, dodo, non.
ça ne m'intéresse pas parce que je trouve que c'est frustrant et triste. C'est une vie plate et je ne critique pas pour ceux qui aiment ça. Mais moi, je ne suis pas fait pour ça. Je m'ennuierais, je pourrais mourir de chagrin parce que c'est tellement triste de rien faire de sa vie, quoi, en fait. Et pour moi, c'est très important. Ça passe même parfois, ça fait des conflits dans la vie perso, mais pour moi, c'est très important de faire beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, quand je suis dans un projet, je peux rencontrer des personnes dans ce projet et faire plein d'autres choses. Beaucoup de personnes sont dans un projet, rencontrent des personnes. Ils sont monoprojets, en fait. Ils sont monoprojets. J'ai eu des associés comme ça. Je peux leur présenter, je ne sais pas, le meilleur danseur du monde ou le meilleur chanteur ou le meilleur acteur ou un milliardaire dans le médical. Ça ne va pas les intéresser, en fait. Au pire, ils vont faire une photo et ils vont dire bonjour, ça va, votre parcours est passionnant, c'est sympa. Ils vont faire une photo, ils vont partir. Parce qu'ils vont dire, Sultan, mais ce n'est pas mon domaine, ça ne m'intéresse pas. Ou il est gentil, c'est intéressant, mais il n'est pas dans mon domaine. Alors que moi, on va me présenter le meilleur cuisinier de France, il m'intéresse. Ce n'est pas mon domaine. Mais ce n'est pas grave. Si demain, dans un de mes business, j'ai besoin d'aller vendre mes produits chez Leroy Merlin, peut-être que le chef fait la nourriture pour la famille Muliez. Peut-être que lui, il a une relation intime avec des personnes que je n'ai pas accès. Parce que parfois, les relations, c'est en cascade. On va rencontrer une personne dans un domaine, c'est pour ça qu'on est ami avec des personnes du show business, parce que c'est des personnes qu'on aime différemment. Parce que dès qu'on est souvent les personnes milliardaires ou qui réussissent dans le business, ils sont souvent amis avec le show business. Parce que c'est toujours sympa, quand on fait des événements, d'avoir tel acteur qui vient là, telle personne qui vient là. Ça permet d'impressionner les invités. Donc, quand on a des copains dans le show business, si moi, demain, j'ai besoin de faire tel business, j'ai besoin d'approcher tel milliardaire, à travers ces jeunes-là ou ces personnes-là, qu'ils soient jeunes ou pas, j'y arrive. Ça va être un tremplin, en fait. Voilà, c'est très facile. Parce que quand je vais envoyer une lettre ou un mail ou d'approcher de manière plus institutionnelle, 99% du temps, c'est un non. Alors, si demain, je suis ami, je ne sais pas, avec tel acteur très connu à Hollywood et qui va me dire « Ah je connais bien Elon Musk, je t'organise un dîner », c'est sûr que je l'aurai. Parce que j'ai un accès direct et intime. Et je suis reçu en disant « Je suis l'ami d'eux ». Donc, forcément, on va me considérer. Parce que sinon, on va me dire ah ouais, toi, tu pèses 200 milliards, toi, tu pèses rien, entre guillemets, face à lui. Donc, forcément, il y a une dominance qui est là. Voilà, il n'y a pas d'équilibre. Et la personne vous voit de haut, vous méprise ou vous prend pour un petit, en fait. Alors, quand vous êtes introduit par un ami, vous êtes tout de suite, en fait, à l'équilibre. Et moi, j'ai très vite appris aussi, en étant jeune, il faut être comme la personne en face. C'est ce que j'apprends aussi à mon fils, en disant que si tu te vois comme un lion, tu es un lion. Si tu te vois comme un chat, tu seras un chat. Donc, ne te vois jamais comme ça. Vois-toi comme tu as envie que les autres te voient. C'est ce qu'on appelle le mindset d'un champion. Il faut s'entraîner comme un champion si on veut devenir un champion. Il ne faut pas se dire, moi, je ne suis pas encore un champion, donc je m'entraîne normalement. Non, c'est comme il dit Mohamed Ali, si son concurrent qui a 20 ans d'expérience s'entraîne à 6 heures du matin, lui, il s'entraîne à 4 heures. C'est ça. Et ça, c'est important parce qu'en France, on a du mal à accepter cette mentalité de leadership. Moi, quand je me rappelle, une fois, j'étais avec une personne de ma vie personnelle, de ma vie perso, et on allait au restaurant et j'avais pas envie de faire la queue. Donc elle me dit, putain, tu fais la queue comme tout le monde. Pourquoi tu veux pas faire la queue? J'ai dit, ouais, mais si Bill Gates était là, il ferait pas la queue. Elle me dit, mais t'es pas Bill Gates. Il dit, mais j'ai envie de le devenir comme lui. Donc il faut que je m'adapte à sa façon d'être. C'est pas par prétention. Mais si je m'habitue pas à une façon de vivre comme ces gens-là, je ne deviendrai jamais ces gens-là. Donc il faut que je me mette déjà dans ce contexte de, j'ai pas envie de faire la queue, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ci, sans mépris pour les autres ou sans prétention. Mais il faut que je rentre dans ce mindset. Si j'accepte l'échec ou si j'accepte d'être nul, je ne serai jamais quelqu'un de fort. Donc, il faut déjà que dans ma façon d'être, parce que je lis des livres justement comme ça, qui nous apprend à devenir celui qu'on veut être. Il faut se préparer d'avance. Et c'est pour ça que, je suis désolé, je suis un peu bavard, je ne te laisse pas poser plein de questions. Vas-y, j'écoute, c'est intéressant. J'apprends à mon fils un truc qui est très important. Je lui apprends tout ce que mon père ne m'a pas appris, en fait. Et c'est intéressant parce que je lui dis un truc qui est très important, c'est quand tu es un enfant et que j'essaie de lui donner des mots qu'il puisse comprendre, je lui explique l'histoire des papillons que je dois sûrement connaître, comment on attrape un papillon. Et je lui dis, si tu veux attraper un papillon, il ne faut pas courir derrière, il faut avoir le plus beau jardin. Si tu as un jardin magnifique avec beaucoup de fleurs, tous les papillons du monde viendront se poser là. Et il me dit, mais explique-moi, parce que lui, d'entrée de jeu, il me dit, pour attraper un papillon, il faut courir derrière et l'attraper. Je dis, mais tu vas l'attraper, ça va être dur déjà. Et au moment où tu vas l'attraper et que tu vas lâcher, il va repartir. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure méthode. Mais si tu veux fidéliser ton papillon avec toi, il faut avoir le meilleur jardin. Il me dit, mais explique-moi. Je t'explique. Le jardin, c'est toi. Le jardin, c'est toi, c'est-à-dire travaille sur ton mindset, travaille sur ton charisme, sur ta manière d'être, ne pas être négligé, toujours être bien coiffé, toujours être bien habillé, faire du sport, prendre soin de toi,
travaille sur ta manière d'être, ta manière de t'exprimer. Quand on sort dehors, parle avec les gens, ne reste pas introverti et réservé, même si lui, il est plutôt introverti et réservé comme sa maman. Je lui ai dit non, il faut que tu changes, il faut que tu deviennes un peu comme moi, il faut que tu te mettes à l'aise, il faut que quand tu arrives quelque part, on sait que tu es là. Quand tu pars de là, tu leur manques. Parce que tu es celui qui met l'ambiance. Quand par exemple, on a fait un tournage il n'y a pas longtemps avec Teddy Riner, quand il est là, on l'adore. Il est drôle, il est spontané, il est interactif, il fait des punchlines. Quand il part, c'est vide. Parce qu'il sait mettre de l'ambiance. Et je me rappelle même Valérie Pécresse disait lors d'une conférence, quand ils ont pris l'avion présidentiel pour aller à un événement, l'avion, c'était plus l'avion où c'était ennuyeux, trop strict, on entendait les mouches voler. Avec Teddy, c'était la fête, c'était l'ambiance, parce qu'il est comme ça. Et ça, les gens adorent. Et ça, les gens aiment. Et les gens, ils ont envie de l'avoir partout parce que, en dehors d'être un champion, il sait aussi mettre de la vie là où il est. Et c'est ce que j'apprends à mon fils, c'est attract, don't chase. C'est-à-dire, ne cours pas derrière les gens, ne cours pas derrière les autres, les opportunités, mais fais en sorte de les attirer. Mais pour ça, c'est un travail sur soi qui est énorme. Et ça se construit. Et quand on fait tout ça aujourd'hui, les gens de l'extérieur ne le voient pas. Mais il y a eu tout un travail énorme qui a été fait pour en arriver là. On arrive, effectivement, on a un podcast qui va se terminer aussi. Et j'aimerais qu'on aille effectivement sur le sujet de Teddy Riner. Ta dernière réussite, c'est avec Magic Elec. Je connais bien cette marque, on a même une anecdote, je crois, sur Magic Elec. On a fait une vidéo sympa. Exactement, j'étais de l'autre côté de la caméra, du coup. Et donc, Magic Elec avec Teddy Riner. Donc, Teddy Riner a décidé d'investir dans ce produit innovant, je vais plutôt l'appeler comme ça. Tout d'abord, qu'est-ce que cette collaboration représente pour toi? Parce que là, en fait, c'est un condensé de tout ce qu'on vient de dire, finalement, tout ce que tu es en train de mettre en œuvre avec Teddy Riner, ou même avec d'autres, hein, parce qu'il y a d'autres projets derrière qu'on ne va peut-être pas citer aujourd'hui, mais voilà, il y en a d'autres. Donc, pour toi, c'est quoi cette collaboration? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Et il y a une autre question aussi que je me pose, c'est que moi, personnellement, j'aimerais pas être en face d'un Teddy Riner sur le tatami, mais en business, comment il se comporte, comment il est? Est-ce qu'il est aussi dur que sur le tatami? Comment se passe votre relation? Et quelles sont vos ambitions? Alors, j'ai fait plusieurs questions en même temps, mais quelles sont vos ambitions? Par rapport à Teddy Riner, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Je le considère comme un frère aujourd'hui pour moi. Je suis un peu plus âgé que lui, mais pour moi, c'est vraiment quelqu'un de très sympathique, humble, parce qu'après les JO, il a quand même pris, il fait partie des top 3 des personnes les plus aimées de France. Il a été vu par plus de 3 milliards de personnes. Il a allumé la flamme. Il est la personne la plus titrée des JO en France. Il a été couronné par le président. Il a quand même eu un parcours tellement extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de le connaître avant les JO. Et je suis encore associé avec lui après les JO. Il n'y a rien qui a changé chez lui. Quand je le vois et que je rigole avec lui et comment il se comporte avec les gens, c'est toujours le même Teddy. Et ça, c'est très sympa parce que d'ailleurs, on est en train de faire un film sur sa vie en ce moment. On a eu même sa maman dans les témoignages. C'est magnifique parce que sa maman, elle a dit un truc qui m'a touché. C'est qu'elle disait à Teddy, quand tu rentres à la maison, tu n'es plus le champion, tu es notre fils. Donc, tes médailles, tu les laisses et c'est toi qui rentres chez nous. C'est ça, tu es le garçon simple qui nous écoute. Tu ne fais pas de prétention avec nous parce que sinon tu prends la grossette. Et juste avant de venir ici, je parlais avec Thuram, l'ancien joueur de foot, Lilian Thuram, qui témoignait sur Teddy. Et il disait quelque chose d'intéressant parce que lui, il a eu la chance de rencontrer ses parents avant même de rencontrer Teddy dans sa jeunesse. Il me disait, Sultan, c'est simple. Teddy, il a été bien entouré. On lui a appris des valeurs très importantes familiales qui fait qu'aujourd'hui, Teddy respecte tout le monde, n'a pas pris la grosse tête. Il a été tellement bien entouré. C'est très important dans la vie d'un sportif d'être entouré de personnes qui le coachent et la famille qui leur servent de canaliser, qui servent de le protéger et de leur apprendre, de leur permettre de garder en fait les vraies valeurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, travailler avec Teddy, c'est un plaisir. C'est quelqu'un de très rapide, qui réfléchit très vite. C'est quelqu'un qui peut faire peur dans le sport parce qu'il est très grand et très costaud. J'ai l'impression d'être un Munus à côté de lui. Mais quand on lui parle, c'est vraiment quelqu'un d'adorable, quelqu'un de gentil, accessible et surtout très business. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré Teddy pour Magic Elec. Maintenant, on a plein de projets ensemble qui n'ont rien à voir avec Magic Elec parce qu'à chaque fois qu'on se parle, on se dit tiens, les opportunités, on fait ça, on fait ça, on fait ça. On est dans le même mindset. En fait, Teddy, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'arrêter. Chaque matin qu'il se réveille, il aime les challenges. On aime les défis, on est pareil, on aime les challenges et on fait les choses pour être le numéro 1 de ce qu'on fait. Peu importe le domaine. Et on a envie de toucher à tout, conquérir le monde. Et dans la manière de Teddy de travailler, c'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec lui, comme lui, il a décidé de travailler avec moi, parce qu'on a eu un bon feeling. Parce qu'avant de le rencontrer, j'ai eu d'autres opportunités. J'ai rencontré Éric Antoine, j'ai rencontré d'autres stars dans d'autres domaines, dans le sport, dans le foot, etc. Sans citer des noms. Et au final, j'ai choisi Teddy parce qu'il correspondait plus à mes valeurs. Je ne m'attendais pas qu'il soit propulsé par les JO, c'est encore mieux. Ça, c'est vraiment de la chance. Et
La chance pour moi, pas la chance pour lui parce qu'il l'a mérité. Il a travaillé aussi longtemps pour y arriver parce qu'on s'est dit, ah, et aujourd'hui c'est le champion. Non, ça fait 20 ans qu'il fait ça. Ça fait depuis comme on fait un reportage sur lui, je connais un peu sa vie maintenant, plus en profondeur. Depuis qu'il est ado, il travaille dessus. Il a été 11 fois champion du monde quand même. Donc il y a eu quand même un parcours de fou que les gens ne voient pas. Et aujourd'hui, c'est le couronnement de tout ça. Mais il n'est pas arrivé de nulle part. Et il s'en est pris de coups, dans tous les sens du terme, pour y arriver. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ce mindset qui nous a accrochés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on travaille ensemble. Et par exemple, je l'ai rencontré pareil. C'était un soir où j'avais la flemme de sortir. J'étais fatigué. On m'a invité à dîner dans un endroit assez sympa, où le patron du restaurant était un ami, le directeur. Et c'est sur les Champs-Élysées, dans un endroit un peu festif, classe. Et Teddy Riner était là. Je ne l'avais jamais rencontré avec Teddy Riner, Thierry Henry et d'autres personnes qui étaient là, assis à leur table. Et moi, comme je connaissais le directeur, il m'a dit, ah, il y a Teddy qui est là-bas. Et je dis, tiens, dans mes analyses de personnes potentielles, il pouvait être bon. Et j'ai dit, tiens, arrangement pour avoir une table à côté de lui. Tu vas me placer une chaise à côté de lui, on va faire que c'est du hasard. Bien sûr, c'est par hasard que, voilà, tout est dans la stratégie. J'espère que Teddy ne va pas m'en vouloir si je dis ça. Je me suis assis à côté de lui, il était à côté. Et j'ai fait un peu de recherche sur Google pendant que j'étais assis à côté de lui. J'ai vu un peu où il a investi, où ça allait bien, où ça allait mal. Et j'ai dit à Teddy, fais-moi une photo, parce qu'on peut faire une photo ensemble. Donc, il y a quelqu'un qui nous prend en photo. Et il est à côté de moi. Bon, il est grand, hein, donc je suis obligé de parler vers le haut pour que ça atteigne ses oreilles. Dans les 10 secondes où on a fait la photo, j'ai dit, écoute Teddy, j'ai vu que tu as investi dans une des activités où tu as perdu beaucoup d'argent. Avec moi, ça va être différent. Fais-moi confiance. On peut faire quelque chose de très sympa. J'ai inventé un produit qui est comme ça. En 30 secondes, je lui ai dit qu'on pouvait révolutionner le monde et on peut faire des milliards. Comme il est fort et rapide, il a tout de suite compris l'opportunité. Il m'a dit, demain, on se voit à midi, on déjeune ensemble. Je suis parti déjeuner pendant son entraînement à Vincennes. On a pris 30 minutes. Il a adoré. Il a compris le concept. Il m'a dit, tiens, je crois en toi. Moi, j'ai dit, je vise les 200-300 millions. Il m'a dit, non, on vise les 1 milliard. Moi, je ne vais pas faire ça pour faire 100 millions, 200 millions. On vise le milliard. Et j'ai dit, OK, si j'ai quelqu'un comme toi avec moi, on peut aller loin parce que j'ai mes capacités, tu as tes capacités. Tu as un sportif connu, tu as un sportif aimé, tu as un réseau de folie. Maintenant, ton réseau, mon réseau et nos envies de réussir et nos capacités, on peut conquérir le monde parce que moi, j'ai un business aujourd'hui sur Magic Elec où on a inventé une technologie de folie. On a mis 15 ans à le faire. Donc, quand on parle de résilience, on n'a pas lâché l'affaire. Et on se bat pour que ce produit soit connu dans le monde entier et que ça soit une licorne. Donc, d'ici quelques années, on va démarrer les pubs bientôt. Pour le connaître depuis de très nombreuses années. Et Teddy était vraiment de la partie. Ce qui est bien avec les sportifs comme toi, qui a été champion du monde et champion de France plusieurs fois, ou comme Teddy, c'est que c'est des mindsets de personnes qui peuvent s'entraîner pendant 1 an pour 1 minute de combat. Tu vois? Et ça, tout le monde ne peut pas le comprendre. Parce que moi, il y a des personnes qui me disent « Ah, si tu traînes, tu travailles autant, mais tu gagnes combien de l'heure ?» Mais moi, je ne travaille pas pour l'heure. Je travaille pour construire quelque chose. Tous les gens qui ont été milliardaires aujourd'hui ne sont pas devenus milliardaires avec un salaire. Ils sont devenus milliardaires avec la valorisation de ce qu'ils ont créé. Créer des technologies, créer des brevets, faire des projets qui, à un moment donné, ils avaient 0 €. Tu sais, Elon Musk, il dormait à côté de son bureau le soir, il se réveillait. Moi, j'ai lu son livre. Il se réveillait tous les soirs, il se réveillait la nuit pour bosser. Il a vendu PayPal à 1,2 milliard. Pendant 5 ans, il n'a pas pris 1 euro dans sa poche. Mais il a gagné des milliards. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont gagner 20 000 €, 30 000 € en faisant des deals, du commerce. Mais ils n'auront jamais autant. Donc moi, des fois, on me dit, tu travailles autant, mais tu gagnes combien de l'heure? Non, ça, encore une fois, c'est un mindset de salarié. Ce n'est pas le mindset d'un entrepreneur. Le mindset d'un entrepreneur, ce n'est pas ce que je gagne à la fin du mois. C'est combien je vais revendre ma boîte. Moi, aujourd'hui, quand je crée un projet, tout de suite, je me dis dans 5 ans, à combien je vais le revendre. Dans 10 ans, combien je vais le revendre. Comment je vais le valoriser. Je ne peux pas le revendre, ce n'est pas scalable, je ne me lance pas dedans. Parce que ce n'est pas dans mes ambitions. Je peux faire un projet, je peux aller dans le monde entier, je peux avoir des barrières à l'entrée importantes, je peux en faire en sorte que ce projet peut valoir plusieurs millions ou des milliards dans le futur. J'y vais. Mais si on me dit demain, viens, on ouvre une boulangerie, ça peut ramener 10 000 € par mois, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est beaucoup de temps pour gagner peu. Même si ce que je dis peu, je pèse les mots, hein, ça peut être beaucoup pour certaines personnes. Mais ce n'est pas ce que je recherche parce qu'au final, le boulanger qui travaille 20 heures ou 15 heures par jour dans sa boulangerie, Bernard Arnault, il travaille autant pour gagner des milliards. Donc, pourquoi ne pas optimiser son temps et choisir des objectifs qui nous amènent à nos volontés. Et c'est que je te prends du temps sur ton podcast, mais tu vois, le patron d'Elica Mobile, un jour, il m'a dit quelque chose. On venait de rentrer de vacances du Maroc et il avait dépensé pas mal pour ses copains, même pas pour lui, parce que le plaisir des milliardaires, quand ils réussissent, c'est faire plaisir à leurs amis. Parce que réussir seul, c'est pas marrant. S'amuser seul, c'est pas marrant. Toujours, on a envie de le partager avec la famille, avec les amis et faire plaisir à tout le monde parce qu'on a les moyens. Et quand je suis rentré, j'ai dit, mais comment tu fais pour dépenser autant
Il a dépensé beaucoup d'argent pour un week-end de vacances avec 70 amis à lui. Et il m'a dit, Sultan, tu sais, il y a des gens qui disent qu'il faut vivre dans tes moyens. Ça, c'est des proverbes de faibles. Tu gagnes 3 000 euros, il faut dépenser 2 500. Tu gagnes 2 000 euros, il faut dépenser 1 500. Ça, c'est comment te conditionner à être un bon esclave et rester dans un système fermé. Il m'a dit, moi, je ne vis pas comme ça. Moi, j'ai envie de dépenser 200 000 par mois, je vise un business qui va m'apporter 300 000. Je veux dépenser 1 million par mois, c'est ça mon bonheur, je vais faire quelque chose pour gagner 2 millions. Il m'a dit, en gros, le proverbe en indien est mieux que le français, mais en gros, il m'a dit, vois où est ton bonheur, vois ce que tu as besoin dans la vie et travaille en conséquence. Voilà, trouve les projets qui t'amènent. Si toi, ton objectif, c'est de gagner 5 000 euros par mois, tu es très heureux avec, oui, ouvre un restaurant. Mais si ton objectif, c'est de dépenser 100 000 par mois parce que tu as envie de faire plaisir à ta famille, tu as envie de faire plaisir à toutes ces personnes-là, trouve-toi une activité, peut-être dans le pétrole ou dans un domaine où tu sais que ça va t'amener tant. Donc, ne vis pas dans tes moyens, mais adapte ta vie à tes ambitions. Et ça, c'est très vrai. Et ça, j'ai compris très vite que j'ai, moi, analysé, calculé combien j'avais besoin dans ma vie et qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour être heureux. Et à partir de là, je détermine comment mettre en place un système où l'argent travaille pour moi, mais je ne travaille plus pour l'argent. Pour rendre ma liberté financière autonome et, encore une fois, en développant le réseau qui m'apporte toutes ces opportunités. Je pense qu'on va conclure là-dessus, avec D'accord. tous ces éléments-là. J'ai encore tellement de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. On pourrait faire des V2, des part 2, part 3. Il y a une séquence rapide qu'on fait toujours. D'accord. Et j'aimerais que tu répondes juste avec un mot, une phrase rapide vraiment. Ta plus grande fierté personnelle? Mon fils. Un rituel du matin que tu as? Je fais toujours mon lit le matin avant de partir, même si je suis très en retard, parce que ça m'apprend à avoir de la discipline dès le matin. La meilleure leçon que tu as apprise d'un échec? D'être entouré des bonnes personnes. Parce que les mauvaises personnes, que ce soit en amour ou en amitié ou dans le business, peuvent vous détruire une vie. Une qualité que tu admires chez les autres? Leur persévérance et surtout l'envie de conquérir le monde. Les ambitieux. Ton plus grand rêve personnel? J'aimerais que tout le monde soit des leaders dans ce monde. Qu'il n'y a plus personne qui soit formaté par un système et qui subisse et qui passe leur temps à râler. Merci beaucoup, Sultan. C'était vraiment un plaisir de t'écouter, d'entendre ton parcours de vie. Il y a tellement de choses encore, il y a tellement de richesses encore qu'on pourrait y passer encore quelques heures. Mais vraiment, merci beaucoup. C'était un honneur et un plaisir pour moi de te retrouver dans ce contexte de podcast. Comme on l'a dit au départ, on se connaît depuis très très longtemps. Et là, je vois que tu continues à évoluer. Tu es d'autant plus inspirant. Alors, on n'a pas parlé de Bright Nation également, qui est un mastermind d'une certaine manière, parce que tu partages également des choses et tu as envie de partager avec le monde aussi, pour les personnes qui ont un mindset d'entrepreneur, ou en tous les cas créer ce mindset d'entrepreneur. Ça sera pour un prochain épisode. Peut-être avec plaisir. Merci à toi en tout cas de me recevoir.